tous, bienvenue pour cette émission de lancement du Forum sur l'emploi dans la fonction publique, initiée par le département de l'Ain avec une multitude de partenaires. 1h30 environ d'échanges avec des métiers en tension qui vous seront présentés par de vrais professionnels qui sont évidemment demandeurs motivés. On va y revenir dans quelques instants à travers plusieurs plateaux avec des témoignages en vidéo, des témoignages en direct ici même donc sur le plateau de cette émission. Et tout de suite, je vais rejoindre Jean Deguéry, le président du conseil départemental de l'Ain, qui est l'instigateur, le conseil départemental, de cette initiative qui est une grande première, ce forum emploi autour de la fonction publique. Et donc pour mettre en adéquation les offres et les demandes, je rejoins Jean Deguéry tout de suite et je vous invite à faire de même avec moi tout de suite. Jean Deguéry, bonjour, Monsieur le Président. Merci de nous accueillir dans le cœur même du Conseil départemental, à l'hôtel du département de l'Ain. On va parler de ce forum, première édition, donc une première édition qui est une initiative que vous portez à bout de bras avec vos équipes. Tout d'abord, première question, on peut dire qu'aujourd'hui, on va faire en sorte que ceux qui cherchent un emploi et ceux qui ont besoin de demandeurs d'emploi puissent se rencontrer durant 3 jours avec une formule un peu inédite qu'on va développer un peu plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie richesse de postes dans un secteur de la fonction publique où on recrute en permanence et on a parfois d'ailleurs pas mal de tensions dans les différentes fonctions parce qu'on a parfois du mal à trouver du monde. Et donc cette initiative, elle est liée au fait justement qu'on va essayer de promouvoir tous ces beaux métiers. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'Ain pour ceux qui le découvrent aujourd'hui à travers ce forum public de l'emploi. En effet, le département de l'Ain est un département idéalement bien situé en France, puisque entre 2 grandes métropoles, Lyon et Genève, pour bien le situer, et nous avons des besoins importants en termes d'emploi pour la fonction publique. Il faut savoir que le département de l'Ain est un département qui connaît un faible taux de chômage, et ceci explique aussi cela. Nos entreprises privées ont du travail, donc font également appel à beaucoup de main-d'œuvre. Mais nous sommes un petit peu le parent pauvre dans la fonction publique, qu'elle soit hospitalière, qu'elle soit territoriale ou autre, puisque nous avons 23 partenaires en plus du département aujourd'hui. Et je salue tous ces partenaires, que sont l'armée, que sont la gendarmerie, la police, Pôle emploi, bien entendu, la fonction hospitalière, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi les communautés de communes ou d'agglomération qui nous aident. Et aujourd'hui, on a bien remarqué que nous avons de la peine à recruter et nous avons des besoins puisque nous sommes dans un département dynamique qui a des projets et il nous faut absolument passer par ces recrutements. D'où l'idée, bien entendu, de ce forum économique, de ce forum de l'emploi. Alors, plus de 1000 inscrits pour l'instant, 1200 inscrits. Je crois que la page Facebook a été vue plus de 5000 fois. Il y a un vrai engouement, on peut dire, effectivement, sur cette première édition, avec une richesse d'offres assez importante. Plus de 500 offres d'emploi, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça. Nous avons voulu frapper assez fort. Il faut savoir que ce forum de l'emploi initié par le département, au départ, était prévu au mois d'avril. Cause d'obligation sanitaire oblige, nous avons été obligés de déplacer et uniquement le département était concerné. Et donc nous avons pris le temps de la réflexion en pensant vouloir frapper un grand coup et en voulant intéresser également les autres partenaires qui sont là aujourd'hui et que je remercie encore. Donc, au lieu de 70 offres d'emploi uniques pour le département, c'est 500 offres d'emploi d'un seul coup que nous mettons sur la table, si je peux m'exprimer ainsi, à destination de toutes sortes de métiers. J'en ai pour preuve au département, nous cherchons à la fois aussi bien des agents des routes, des agents dans le social, mais également des médecins, puisque nous allons salarier des médecins, puisque nous avons un département qui souffre un petit peu de désertification médicale. Donc c'est quand même quelque chose d'assez unique en France. Je ne pense pas qu'une collectivité l'ait déjà fait, avec autant de partenaires et autant d'emplois mis sur le marché d'un seul coup. Et cette plateforme digitale, j'espère, en sera un bon succès. Alors, c'est dans l'Ain et nulle part ailleurs, si je puis prendre une expression chère aux téléspectateurs d'une chaîne cryptée à une certaine époque. C'est vrai que ce département, il a une vraie dynamique. Alors, la mission économique n'est pas forcément la mission prioritaire d'un département aujourd'hui, mais le département s'adapte aussi aux besoins de la population, y compris sur ce secteur-là, finalement. Vous venez de le dire exactement, le département de l'Ain est un département dynamique qui sait s'adapter. La preuve, nous devions le faire au mois d'avril en présentiel. Nous avons choisi de le faire en digital aujourd'hui. Pourquoi ? Pour que ça touche le plus de monde possible. Donc n'importe quelle personne qui habite les 4 coins du département de la France peut participer à ce forum de l'emploi, peut avoir des entretiens et je les invite bien sûr à venir, à consulter, à échanger avec les recruteurs, puisque l'Ain est un département beau à découvrir, il y a un cadre de vie qui est important, c'est un département dynamique, vous l'avez dit,
Nous organisons beaucoup d'événementiels, le Tour de France, et ce n'est pas à vous que je vais en parler, mon cher François, mais en tout cas 5 étapes du Tour de France en 5 ans, beaucoup d'autres grands événements qui sont ici, un département qui est très connu par ses labels AOP et AOC. Nous sommes un département, même si nous sommes le premier département industriel de France, nous avons aussi une économie agricole très importante, piscicole, viticole, bref, c'est un département à découvrir, c'est un département où il fait bon vivre, qui est très bien situé, avec des TGV, avec des aéroports, à Lyon et à Genève, donc avec un réseau d'autoroutes très important, 250 km d'autoroutes qui traversent ce département. Donc on vient chez nous très facilement, on en repart très facilement aussi, mais je le dis, il y a à la fois du travail, un cadre de vie et bref, un beau département à découvrir ou à redécouvrir. On y vient facilement, on en repart facilement, on en repart difficilement, c'est un peu comme dans le Nord parfois. On y vient parfois pas en reculant mais en klaxonnant et puis on repart effectivement avec les larmes aux yeux. Mais c'est vrai que c'est un beau département dont la diversité n'a d'égal que le dynamisme, vous le disiez à l'instant, Jean de Guéry. On va parler aussi de l'adaptation aux conditions sanitaires. C'est vrai que le département s'est adapté entre travail de terrain qu'on évoquait il y a de cela quelques instants et également le télétravail que vous appliquez évidemment pour rester au plus près de la population. Bien entendu, nous sommes obligés de nous adapter au télétravail. Nous avons dans le département de l'Ain, au conseil départemental, plus de 2200 agents. Donc il faut bien également que ces agents travaillent par ces nouvelles méthodes, par ces méthodes pour se protéger et protéger leurs collègues également. Nous savons nous adapter. Nous sommes un département en dynamique, vous l'avez dit, qui a beaucoup de choses en projet et qui a déjà fait pas mal de projets également. Et en tout cas, nous sommes un département, ceci dit, assez locomotive dans la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous tenons bien sûr à garder cette place de numéro 1, très souvent, dans beaucoup de domaines. Et c'est important de venir renforcer nos équipes. Nous avons des besoins, nous avons des projets, je l'ai dit. Nous avons vraiment besoin de monde ici dans ce département, qui a une croissance démographique importante, puisque je rappelle que chaque année, nous gagnons 6 000 nouveaux habitants. Nous sommes environ la 4e croissance démographique de France. Ceci explique cela. Il faut aussi, malgré tout, pourvoir ces personnes d'emploi. Et nous avons les entreprises qui sont ici pour les aider et les collectivités. Donc c'est important de le souligner. Je pense que l'Ain est un département d'avenir et donc plus on y viendra, mieux on y restera et mieux on trouvera sa place. En tout cas, on le voit aujourd'hui et je pense que ce message s'adresse non seulement aux gens qui sont en recherche d'emploi, mais également aux gens qui ont déjà un emploi. Puisqu'on l'a vu avec la crise du Covid, beaucoup cherchent à fuir les grandes métropoles, les grandes villes, pour venir s'installer dans des villes plus petites, dans des campagnes, mais également chez nous. On est un département à taille humaine, 650 000 habitants. La plus grosse ville fait 43 000 habitants, Bourg-en-Bresse. Il y en a 23 000, la seconde ville. Et derrière, je pense que les gens ont envie de venir s'installer dans des endroits où on ne fait pas la queue le matin pour aller au travail, où véritablement il y a des espaces verts, il y a des cadres de vie intéressants pour s'épanouir dans le sport, dans les loisirs, et également travailler et bien sûr profiter de tout ce cadre de vie. Et je pense qu'aujourd'hui, ce département a vraiment tous ses atouts pour séduire ceux qui voudront bien sûr venir travailler ici chez nous. Territoire fertile et pas uniquement au niveau de la démographie, on l'a bien compris. 6 000 habitants nouveaux chaque année, ça fait presque 1% de la population chaque année en progression. Effectivement, si on était mal ici, on n'aurait pas ce genre de résultat. On va parler aussi de la réussite d'ores et déjà de ce premier forum digital, puisqu'il y a beaucoup d'inscrits, on le disait, et puis 24 partenaires qui ont joué le jeu de cette première édition. Il est parfois difficile de convaincre les partenaires de venir sur quelque chose qui n'existait pas. Là, visiblement, on n'est pas manqué d'atouts et d'appui. Non, véritablement, je pense que ce qui fait la force de ce forum et la singularité aussi. Donc 24 partenaires, c'est important pour venir soutenir le département et également pour eux, pour venir trouver, je l'espère, des personnes à venir travailler dans différentes localités. Mais c'est déjà une première réussite en soi, puisque nous avons été visités de plus de 5000 fois, je crois, déjà sur notre site. Aujourd'hui, il y a 1000 personnes qui sont intéressées pour des entretiens, donc sur 500 offres d'emploi. Ne serait-ce qu'au département, sur les 70 offres que nous avons 160 demandes pour venir consulter et regarder. Donc c'est déjà un premier succès, c'est sûr. Et puis je pense qu'on ne va pas s'arrêter là, puisque ça sera un miracle si on arrivait à trouver les 500 emplois que nous recherchons toutes et tous. Mais en tout cas, je pense que cette édition va certainement en appeler d'autres les années suivantes. Donc si ça fonctionne bien, et j'ai tout à fait l'espoir que ça fonctionne plutôt bien, eh bien nous renouvellerons bien entendu cette initiative qui est à la charge seule du département, mais nous voulons un département fort, nous voulons des collectivités fortes, et c'est pour ça que nous mettons à disposition des autres partenaires ce forum.
On va s'adresser à ceux qui sont derrière leur smartphone, leur tablette, leur écran, bref, quel que soit l'écran, pour leur dire effectivement que si vous avez le bon profil, et même si vous ne pensez pas avoir le bon profil, écoutez, n'hésitez pas quand même à le proposer. Donc sur le site, on en redonnera évidemment la teneur très régulièrement. Et moi, ça n'est pas de profil mais de face que je vous parle vite fait, bien fait du programme. Il y aura 3 plateaux successifs. On va retrouver dans quelques instants Nicolas Fayet, qui est le directeur territorial de Pôle emploi pour Ain et Savoie. Il va nous parler de la fonction publique et des métiers de la fonction publique dans ce département, quelques chiffres qui en disent aussi long qu'un discours. Puis ensuite, nous aurons un plateau sur les métiers de la sécurité avec le commissaire Cellier, patron de la police dans le département de l'Ain, le colonel Belmain Lapona, qui est le patron des gendarmes dans ce département, et puis l'adjudant-chef Valérie, qui, elle, promeut les métiers de l'armée de terre. Ce sera le premier plateau. Le second sera consacré à l'éducation nationale et à la santé, 2 sujets évidemment donc différents, mais qu'on a mis sur un même plateau, histoire de vous les proposer donc de manière non pas commune, mais successive. Et puis un 3e plateau avec ce qu'on appelle les EPCI, et notamment les collectivités donc territoriales, communautés de communes et agglomérations, qui elles aussi ont des besoins cruciaux dans beaucoup de métiers. Donc ce que je vais faire dans quelques instants, c'est mettre mon masque. Ben oui, parce que c'est pas carnaval, mais le sanitaire est là. Je vais essayer de faire un exercice compliqué, garder le micro en main en mettant le masque en même temps. Vous allez voir que je suis capable d'être parfaitement ambidextre, on commence à avoir l'habitude. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai changé de voix, mais je vais changer de lieu. Je vais rejoindre dans quelques instants Nicolas Fayet, donc le directeur territorial Pôle emploi pour l'Ain et la Savoie. À tout de suite. Voilà, Nicolas Fayet, bonjour. Bonjour. Alors, on a mis les masques parce qu'on est à distanciation qui n'est pas effectivement au-delà des 2 mètres de sécurité absolue. Donc, on vous découvre masqué, mais ça n'est pas masqué au niveau des intentions que vous nous rejoignez, bien au contraire. On va parler, monsieur le directeur territorial de Pôle emploi, donc d'abord du rôle de Pôle emploi. Pôle emploi qui est un peu la gare de triage, en quelque sorte, dans le domaine de l'emploi, ici comme ailleurs. Alors, Pôle emploi, évidemment, a un rôle prépondérant sur l'emploi avec ses partenaires. Je vais citer les missions locales et Cap emploi, qui sont aussi les principaux intervenants sur un territoire pour accompagner les jeunes, moins jeunes et les personnes qui peuvent être soumis par exemple à une obligation d'emploi comme les travailleurs handicapés. Et Pôle emploi ne pouvait pas ne pas être à côté du département de l'Ain sur cette initiative. Comme le soulignait le président de Guéry, c'est effectivement une initiative intéressante et surtout qui fédère tous les acteurs publics et les employeurs potentiels sur un territoire. On parle souvent des métiers en tension dans le domaine privé. C'est une habitude parce qu'on connaît la tension sur des postes de chaudronnier, on connaît la tension sur des postes de charpentier ou autres métiers. Et on oublie souvent la fonction publique. On en fait partie, Pôle emploi en fait partie, on a les mêmes difficultés pour recruter sur certains territoires. Alors, ce territoire a une vraie valeur ajoutée et surtout une attractivité. Alors, elle est parfois une attractivité, comme le pouvait le souligner le président, en termes de domicile, parce qu'il y a une qualité de vie, mais il y a aussi une attractivité en termes d'emploi. Et avec un taux de chômage du 2e semestre, alors on va faire abstraction de la période Covid bien évidemment, mais ce territoire a toujours été bien placé en termes de taux de chômage. On est à 5,6%. On a coutume de dire qu'à 5%, on est proche du plein emploi. Donc les tensions, forcément, on les retrouve dans le secteur privé, on les retrouve aussi dans l'emploi public. Et l'emploi public est une mine d'emploi, il faut le redire, dans toutes ses composantes. On va en parler avec l'armée, la sécurité, la santé, la fonction hospitalière et autres domaines. Et tous les métiers sont quasiment représentés. Parce que parfois, on a une vision un peu étriquée de ce que peuvent être les emplois dans la fonction publique. Mais au contraire, tous les emplois peuvent être représentés. C'est vraiment l'intérêt aussi de ce plateau et de ce forum de pouvoir valoriser la diversité d'emplois dans ces domaines. On a l'impression que les gens, effectivement, s'étaient un peu détournés ces dernières années de la fonction publique pour privilégier le privé. On a l'impression qu'on a besoin de redorer un peu le blason des métiers du public, non ? Alors, on a certainement besoin, mais alors là, tous en tant qu'employeurs, pour le coup, de travailler aussi sur notre marque. On le dit aux entreprises privées, mais il faut travailler aussi sur notre marque employeur, même en tant qu'entreprise publique. Et puis, il faut peut-être ajouter quelque chose qui tourne autour de la mission. Il y a une mission au service de nos concitoyens, au service aussi de la collectivité. Et je pense que c'est intéressant de le faire passer dans les messages lors d'un forum comme celui-ci. Il y a des missions et je pense que ça a une vocation, ce type de forum, de créer des vocations. C'est-à-dire d'aller chercher des personnes qui n'auraient pas forcément pensé à la fonction publique. Et en le médiatisant comme on le fait ce matin, c'est aussi un moyen de capter. Et puis peut-être d'attirer des personnes qui n'y avaient pas pensé. Je vous demandais de vous rapprocher un petit peu de moi, voilà, encore une fois, voilà, pour qu'on soit bien dans le champ, dans le bon champ, effectivement.
le chant, non pas des oiseaux, hein, on est en intérieur, mais le chant de l'emploi dans la fonction publique. Alors en tout cas, donc voilà, il y a beaucoup d'offres effectivement sur cette première initiative, ce premier forum. C'est une initiative que vous partagez pleinement. C'est nouveau, hein, si j'ai bien compris. C'est nouveau sur ce format-là dans la fonction publique. À Pôle emploi, on a un outil quasi similaire qu'on utilise habituellement, mais là, il est spécifique au conseil départemental avec surtout, et c'est ça qui est intéressant de souligner, la capacité à fédérer autour du conseil départemental les autres employeurs du territoire. Et c'est un moyen, et c'est important de le dire, qui permet aussi d'aller chercher des personnes et qui fait tomber parfois la barrière du CV, puisqu'on peut avoir des contacts rapides. Les forums en ligne, c'est aussi un moyen de capter des personnes qui sont salariées ailleurs. Le président le disait par rapport à ce qu'on vient de vivre par rapport au confinement et qui voudraient avoir un choix de vie différent. Et ça permet aussi d'avoir une amplitude de sollicitation et de contact avec ces personnes différentes qu'un forum en présentiel, qui a ses vertus bien évidemment aussi, mais qui permet d'avoir à la main de chaque employeur la main pour fixer les rendez-vous quand il le souhaite avec les demandeurs d'emploi ou pas d'ailleurs, les personnes en tout cas intéressées par les emplois publics. Merci Nicolas Fayet. Alors vous serez notre grand témoin. On vous invitera à réagir après chaque plateau pour amender, compléter, nous parler de certains métiers qu'on ne va pas évoquer. Il y en a tellement qu'on ne va pas tous les évoquer, mais je vous propose dans quelques instants donc, de rejoindre le premier plateau, celui consacré à la sécurité dans le domaine public, avec donc les policiers, les gendarmes, l'armée de terre. On évoquera aussi les sapeurs-pompiers, vite fait, bien fait, histoire de vous donner envie de rejoindre ces corps de métiers, ces corps constitués, qui sont effectivement des métiers passion. Hein. On va y revenir avec nos témoins dans quelques instants. Et je vous propose de me suivre aussi pour la deuxième fois. Allez, c'est parti. Voilà, on se retrouve donc pour ce premier plateau consacré au métier de la sécurité avec Yves Sellier, qui est le patron de la police, je le disais, le commissaire donc divisionnaire Yves Sellier, qui est le directeur départemental de la sécurité publique. Commissaire, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. On va continuer, on finira. J'aurais dû commencer par la dame, je sais, mais il n'y a pas de galanterie qui tienne hein, maintenant. Vous savez, il y a une équité totale, une parité totale dans les corps constitués. Donc voilà, on considère que nous avons quelqu'un de l'armée de terre. Voilà. Nous avons également le colonel Bellemin-Lapona. Donc merci beaucoup Yannick Bellemin-Lapona d'être avec nous. Vous êtes le commandant du groupement de gendarmerie de l'Ain. Voilà, depuis maintenant quelques mois, vous êtes adapté parfaitement à ce département et la réciproque est vraie. Bonjour. Merci. Et puis l'adjudant-chef Valérie, on va donner uniquement votre prénom. C'est comme ça qu'on vous identifie au CIRPA, c'est ça, qui est le centre d'information consacré aux métiers de l'armée. Merci beaucoup Valérie d'être avec nous pour nous parler des métiers de l'armée de terre, car effectivement là aussi, eh bien, on recrute nombre de profils. Alors, monsieur le commandant, donc, oui, c'est toujours commissaire divisionnaire, mais vous êtes le commandant, vous êtes le directeur départemental de la police nationale, c'est ça, si j'ai bien compris. C'est toujours un peu compliqué au niveau des grades entre le commandant du groupement et le patron de la police. On va évoquer effectivement vos besoins spécifiques, commissaire Sellier, parce que la police est très sollicitée, on est bien placé pour le savoir, hein, depuis de nombreuses années maintenant, de nombreux mois aussi, avec beaucoup de missions. Un petit mot peut-être pour rappeler quelles sont les missions régaliennes de la police nationale. Oui, merci beaucoup. Donc une petite présentation très rapide pour rappeler ce qu'est la police nationale un peu autrement que ce qu'en fait le traitement médiatique habituel, qui n'est pas toujours d'ailleurs à l'avantage de notre institution. Ce sont malgré tout plus de 150 000 hommes et femmes qui sont au service de la sécurité dans notre pays. La police nationale traite sur l'ensemble du territoire qui lui est dévolu plus de 10 millions d'appels, 17 polices secours, générant une intervention de police toutes les 10 secondes et traite plus de 4 millions de crimes et délits, soit 67% de la délinquance générale et 80% de la grande criminalité. Voilà, ça ce sont les grands chiffres et les grandes tendances qu'il faut avoir à l'esprit sur la masse de travail et sur la masse de missions qu'a à connaître la police nationale au niveau national, bien évidemment, parce que sinon ces chiffres seraient extrêmement effrayants si nous parlions du département de l'Ain, département où notre président l'a dit, il fait vraiment bon vivre. D'accord, effectivement. Heureusement que ça n'est pas le chiffre départemental pour chacun des délits et des crimes que vous avez évoqués. Ce serait effectivement un petit peu embêtant. Alors, on peut enlever le masque, hein, si vous voulez, commissaire. Voilà, comme ça, on sera mieux. Voilà, colonel, et vous aussi, adjudant-chef. Voilà, comme ça, on sera mieux, on respirera mieux. Je vais le faire aussi, d'ailleurs. Ah, c'est vrai que voilà, on ne manque pas d'air hein, dans ce département parce qu'il y a beaucoup de hauteur. Mais là, on va prendre un peu de hauteur aussi. Donc, beaucoup de missions qui sont remplies par la police nationale. Beaucoup de métiers aussi. Il y a beaucoup de postes à pourvoir. Comment ça se passe concrètement ? Oui. Il y a beaucoup de missions, beaucoup de métiers, différents métiers.
Ça va de l'intervention sur la voie publique avec les policiers de police secours, les brigades d'anticriminalité que l'on connaît, de l'investigation sur différentes matières plus ou moins techniques, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les trafics de stupéfiants ou l'économie souterraine plus largement, ou la lutte contre le grand banditisme, des policiers de renseignement, en milieu ouvert avec le renseignement territorial ou en milieu fermé pour les policiers qui travaillent au sein de la Direction générale de la sécurité intérieure, la lutte contre les filières d'immigration, la formation également, puisque nos policiers ont besoin d'être formés, de la coopération internationale également, on est présent dans 55 pays, et puis justement la formation, nous allons y revenir parce que les policiers qui forment les autres policiers, nous avons besoin de 100 commissaires de police cette année, qui sont des recrutements à Bac+5, 350 officiers de police, qui sont des recrutements à Bac+3, mais des concours qui sont exigeants parce qu'ils sont sélectifs. Et puis, nous avons également besoin de 3500 gardiens de la paix. Ce sont 3500 postes qui sont de gardiens de la paix qui sont ouverts au niveau national. D'autres métiers, bien évidemment, d'autres types de concours, les adjoints de sécurité, et dans l'Ain, nous en avons besoin chaque année. Nous avons besoin cette année de 10 adjoints de sécurité qui seront bientôt appelés policiers adjoints, hein, c'est un peu plus lisible pour la population. Nous avons également besoin de cadets. Ce sont de jeunes individus, de jeunes personnes qui, après leurs études, sont pris en charge par nos écoles pour ensuite être préparés au mieux au concours de gardien de la paix et, si besoin en était, de faire un temps dans nos rangs en qualité d'adjoint de sécurité et policier adjoint, et puis des postes également de policiers, d'agents de police technique et scientifique, hein, puisqu'on a 3 métiers en matière de police technique et scientifique, agents, techniciens et ingénieurs. On a besoin au niveau national de 30 postes d'ingénieurs, de 41 postes de techniciens, et nous avons plus particulièrement dans l'Ain besoin de 2 agents spécialisés en police technique et scientifique. Et voilà. Et ce roulement-là se retrouve quasiment d'une année sur l'autre. Pratiquement. Puis en plus, ce sont des métiers de mobilité éventuels. Hein. On n'est pas obligé de rester dans le même commissariat toute sa vie. Non. Vous avez beaucoup bougé, vous, par exemple, hein, déjà. Oui, moi j'ai beaucoup bougé, mais je ne suis pas forcément un exemple à suivre. Vous êtes commissaire divisionnaire et patron d'un département, quand même. Bon, certes, ça ne doit pas être trop mal. Certes. Mais en tout cas, il y a beaucoup de missions, on l'a dit, de métiers, mais de spécialités. Parce qu'on en parle parfois trop peu. D'aucunes sont particulièrement connues, mis en valeur par le petit écran ou le grand écran, comme la police technique et scientifique. Donc on a besoin d'agents de police technique et scientifique, mais on a besoin aussi de policiers qui font de la protection de personnalités. La police nationale prend en charge 200 personnalités menacées chaque jour à protéger, 24 heures sur 24, 365 jours par an. On a besoin d'opérateurs du RAID, hein, en intervention spécialisée. 1100 interventions du RAID cette année sur tout le territoire, en interpellation difficile, en traitement de forcenés ou de terroristes. On a besoin de maîtres chiens, on a besoin et c'est moins connu, de secouristes en mer, de secouristes en montagne, comme nos camarades de la gendarmerie. Et puis, on a également besoin de motocyclistes. Voilà, motocyclistes de la police nationale, tant au sein de nos compagnies républicaines de sécurité, qui sont des spécialistes du maintien de l'ordre, qu'au sein de la sécurité publique, qui sont les généralistes de la police nationale. Alors, on le disait aussi en préambule, hein, ce sont des métiers où les hommes et les femmes sont les bienvenus, hein, indifféremment. Ce qui compte, c'est la motivation et puis après la qualification, évidemment. Oui. Donc, on recrute hommes et femmes. À partir de quel âge ? Eh bien, écoutez, à partir de 18 ans. D'accord. Et jusqu'à quel âge ? Écoutez, ça varie en fonction des métiers, mais ça va jusqu'à 35 ans. Les métiers d'encadrement et d'encadrement supérieur étant ceux pour lesquels les âges les plus avancés peuvent être acceptés, admis. Voilà. En tout état de cause, ce qu'il convient de savoir lorsqu'on embrasse la carrière de policier, ou je dirais même peut-être la carrière des forces de sécurité, quelles qu'elles soient, on demande du courage, du dévouement, de l'honnêteté, de l'intégrité, de la loyauté, de la disponibilité. C'est toutes les qualités qu'il faut, qui peuvent s'apprendre également, pour venir nous rejoindre. Beau métier, quoi. Hein. En tout cas, c'est ce que je pense moi.
Voilà. Et il faudrait qu'il soit partagé effectivement cet avis aussi par quelques confrères médiatiques qui font souvent un peu de bashing et on est là justement pour contredire tout ça. Voilà, parce qu'effectivement les policiers sont utiles. On dit souvent quand une société est malade, il faut un médecin. Le médecin c'est souvent le policier, c'est aussi le gendarme parfois. La transition est toute trouvée. Merci beaucoup Yves Sellier en tout cas. Merci Donc beaucoup. voilà, mon colonel, merci de nous avoir rejoints vous aussi aujourd'hui. Juste avant votre intervention, vous le patron des gendarmes du département de l'Ain, dans ce groupement où là aussi le boulot ne manque pas évidemment puisqu'il y a un grand territoire d'abord et diversifié. Je vous propose de regarder le témoignage, l'interview d'un de vos hommes. Voilà, donc il est dans la brigade de Morvel-en-Bresse et on va le découvrir tout de suite sur les écrans. Et après, on revient avec le colonel Yannick Bellemin-Lapona, le patron des gendarmes, pour parler de ses belles missions également. À tout de suite. Je suis le gendarme Dorado Anthony de la brigade de Montrevel-en-Bresse. Je suis affecté à cette unité depuis 2 ans et demi, depuis janvier 2018. Et c'est une unité de proximité. Je me suis engagé au sein de la gendarmerie pour venir en aide à la population et pour lutter contre, on va dire, les délits, les injustices. Et ce qui me plaît dans ce métier, c'est la diversité des interventions. On va dire que sur chaque intervention est différente et à chaque appel, on ne sait pas sur quoi on part en fait. Chaque intervention est différente et ça peut être banal comme exceptionnel. Pour être gendarme, il faut déjà avoir le bac. Et après, il n'y a pas de filière particulière. Il faut passer le concours, le réussir et après réussir les mois d'école. Et après, on est affecté directement en unité. Alors, pour être un bon gendarme, déjà, il faut de la disponibilité parce que c'est un métier qui nécessite énormément de temps sur soi. Accepter les ordres. Il faut accepter le contact avec la population et l'imprévu, parce qu'on est confronté systématiquement à l'imprévu dans ce métier. La première évolution, c'est le passage de grade, on va dire, ce qui permet d'évoluer. Il y a le passage du diplôme d'officier de police judiciaire, qui nous permet d'avoir des qualifications en plus. Et après, on peut se spécialiser en différentes unités. Donc il y a le peloton d'intervention de la gendarmerie, il y a ce qu'on appelle le PSIG, et après il y a tout ce qui est brigade de recherche, brigade d'investigation criminelle. C'est assez vaste. Il y a beaucoup de choix et beaucoup de possibilités en gendarmerie. On se sent utile tous les jours. On n'est pas forcément, on le ressent pas forcément au contact de la population parce que forcément on est les gens qu'il faut respecter, qui mettent les amendes, donc on est assez mal vu. Mais après quand on intervient pour les victimes, là c'est là qu'on voit qu'on est vraiment utile pour la société. Il ne faut pas hésiter à passer le concours. C'est vraiment un beau métier et utile. Si on aime tout ce qui est sport, incertitude, évolution, etc., il ne faut pas hésiter. Voilà, on a entendu ce gendarme de Morvel, mon colonel. Au moins, il obéit aux ordres. C'est le moins qu'on puisse attendre d'un gendarme digne de ce nom. C'est un jeune gendarme motivé qui est parfaitement dans le juste, puisqu'on est vraiment au service de la population. Et c'est exactement ça, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il faut rappeler que vous êtes là, effectivement, pour différentes missions, vous aussi. Pour certaines d'entre elles, elles sont d'ailleurs assez communes avec vos collègues policiers. Hein, mais vous n'êtes pas sur le même secteur géographique. En fait, la différence, elle est essentiellement là, non ? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, là, si on prend le département de l'Ain, on a la chance d'avoir 386 communes sur les 393, donc c'est une zone géographique très différente. Donc l'intensité de l'engagement est différente, mais la difficulté, c'est justement d'être capable de répondre rapidement aux besoins de la population. Et donc, pour donner encore quelques chiffres, mais pas pour noyer nos téléspectateurs, mais il faut savoir que, par exemple, le centre opérationnel du département de l'Ain va recevoir cette année 17 000, 18 000 appels d'intervention. On va être sur 38 000 interventions. Voilà. Donc c'est effectivement des enjeux forts pour répondre, pour être au profit de la population, et vraiment tout le déploiement et l'organisation territoriale de la gendarmerie est de répondre aux besoins. Et comme l'a très bien dit le gendarme, effectivement, on ne sait jamais sur quoi on part. Ça peut être un accident de la route, des violences intrafamiliales, un crime. Voilà. Effectivement, c'est ce qui fait la passion de notre métier. Et puis pour revenir au thème de la journée, c'est 400 métiers différents. Donc effectivement, gendarme, il y a le gendarme de brigade qui est le cœur de notre métier, et il y a tous les autres qui sont pléthores. Vous êtes très présent sur la cybercriminalité aussi, la police du reste également, mais oui. Ça c'est vrai qu'il y a plein de missions nouvelles finalement. Hein. Le gendarme des années 60, il ne reconnaîtrait pas sa brigade aujourd'hui. Hein. Non, effectivement, que ça soit en brigade, effectivement, où il y a un suivi de la cybercriminalité. J'ai un service dédié au groupement qui suit tout ce qui est l'apologie du terrorisme, avec une brigade dédiée qui fait
un suivi sur l'ensemble des réseaux et qui poursuit les enquêtes en cas de dénonciation d'apologie sur les réseaux. Et les enquêtes, nous avons un spécialiste CNTech, nous avons des référents qui sont capables, lors des saisies d'infractions criminelles, de pouvoir procéder à l'analyse de disques durs. Donc une haute technicité. Donc pour rejoindre mon camarade Yves, effectivement, le métier de gendarme, non seulement est différent d'il y a quelques années, mais il va continuer à évoluer parce que les enjeux en termes de délinquance vont continuer à évoluer. Et nos adversaires n'attendent pas qu'on se modernise ou qu'on réponde aux défis. Ils sont là bien présents et donc il nous faut des gens câblés, prêts à répondre aux différents défis que représente la délinquance future et actuelle. On dit souvent que le voleur a un petit temps d'avance sur le gendarme ou sur le policier, mais bon, celui-ci le rattrape fort heureusement rapidement. Il vaut mieux. Tout à fait, et on est à la pointe, mes camarades et moi, on est à la pointe, tout à fait. Alors, métier de service public, c'est sûr, service du public, proximité, ça va de soi. Hein, donc, maillage territorial important. Le gendarme, il doit ouvrir ses oreilles, il doit fureter ça et là, et puis nouer des relations, comme la police d'ailleurs, avec la population. C'est très important, ça. Oui, donc toujours pour faire le lien, 150 postes de gendarmes adjoints volontaires sur le département chaque année. J'ai besoin également de gendarmes adjoints spécialisés. Je cherche depuis 1 an un serveur à l'escadron de gendarmerie mobile de Belay. Donc, on a la gendarmerie départementale, on a la gendarmerie mobile, on a effectivement le peloton de sécurité routière, on a énormément d'unités. Les gendarmes départementaux, donc 7000 gendarmes adjoints sur l'ensemble de la France, 3000 sous-officiers et plus de 100 officiers. Et à chaque fois qu'un officier, un sous-officier ou un gendarme adjoint est recruté, il va se retrouver effectivement dans une brigade, implanté territorialement, et il va être au contact des élus, au contact des commerçants et au contact de la population, puisqu'il vit à l'endroit où il travaille. Voilà. Oui, alors ça aussi, c'est une différence avec la police. Hein. Ça, vous êtes effectivement regroupés dans des logements communs, en quelque sorte. Hein. C'est très important, puisqu'on sait très bien les tensions immobilières qui existent sur le Pays de Gex ou autour de la métropole lyonnaise, et dans d'autres endroits, puisque le département, comme l'a très bien dit Monsieur le Président du département, c'est un département extrêmement dynamique, et donc les difficultés de logement pour les personnes qui commencent leur carrière, eh ben, elles sont effacées, puisque nous sommes logés par nécessité absolue de service. Et donc, effectivement, la personne, elle peut se concentrer sur son travail et sur sa mission. C'est un avantage non négligeable, surtout dans notre secteur d'emploi. En même temps, vous êtes un peu plus facilement mobilisable, peut-être, en étant sur place. C'est l'objectif. C'est pour ça que ça fait partie du système d'armes et que le logement par nécessité absolue est vraiment intégré au fonctionnement de la gendarmerie et c'est ce qui fait sa force, tout à fait. Alors, en ce qui me concerne, j'ai passé la date limite de consommation pour rentrer dans la gendarmerie. Hein. Pour la police, c'est pareil, parce que j'ai dépassé les 35 ans et depuis assez longtemps, je dois bien en convenir, mais ainsi va la vie. Comment je fais concrètement pour devenir gendarme, alors, mon colonel ? Alors, c'est exactement comme mon camarade. Il y a différents statuts différents. Donc, pour un gendarme adjoint, c'est extrêmement simple, puisque c'est là-dessus qu'on va porter notre effort, puisque les jeunes Indinois veulent peut-être nous rejoindre. 17 ans, JAPD ou JDC est faite, test psychotechnique, entretien, test physique, voilà, terminé, et on peut s'engager et on peut commencer. Ne jamais oublier qu'on a énormément de sous-officiers, où il faut normalement le bac, mais la réalité, on est du bac plus 2, bac plus 3, pour réussir le concours. L'ascenseur républicain fonctionne. Et ça, c'est quelque chose, donc on peut devenir sous-officier et également officier, bac plus 5. On a énormément, on a plus de 300 officiers qui sont issus du corps de sous-officiers chaque année. Donc la progression, l'ascenseur républicain, à chacun selon son effort, fonctionne dans la gendarmerie. Donc on peut commencer gendarme adjoint, devenir sous-officier et devenir officier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Donc ne pas hésiter. Et comme l'a encore 2 fois très bien dit le gendarme, il faut venir passer le concours, s'engager et nous rejoindre. Il est bien ce gendarme, il mérite une promotion. Hein, voilà. C'est un ami, hein, pour ça que je dis ça. Non, c'est pas vrai, c'est pas un ami. Hein. En tout cas, si, le gendarme est l'ami comme le policier de la population, mais je le connais pas personnellement. Merci beaucoup, mon colonel. Voilà, on va retrouver maintenant l'adjudant-chef Valérie. Merci de nous avoir rejoints également. Alors, on parlait de mixité. Alors, c'est pas la parité totale, la mixité, elle est bel et bien présente, y compris dans l'armée de terre. Adjudant-chef, puisque vous êtes, voilà, effectivement, une femme et vous êtes membre de l'armée de terre. Voilà, vous êtes dans l'information, c'est ça. C'est ça, dans le recrutement, ici à Bourg-en-Bresse, au centre de recrutement et d'information. Et voilà, depuis 5 ans, je prends mon rôle à cœur de pouvoir recruter des jeunes du département
au sein de nos régiments en France. Alors, vous êtes une Indinoise d'adoption, ça s'entend à l'accent. Oui, Hein. je Ouais. suis née à Mont-de-Marsan dans les Landes. D'accord, voilà. il me semblait aussi que vous étiez de ce secteur du sud-ouest, bien Voilà. sympathique aussi. Alors parlons des carrières dans l'armée de terre, elles sont aussi innombrables, hein. Il y a une Oui, multitude de Pareil, métiers. on a plus de 400 métiers différents en passant par du combattant. Donc le jeune qui sera déployé sur des missions de combat, qui sera vraiment face à un ennemi à un moment donné. Mais on va avoir toutes les spécialités de la logistique, de l'informatique, de la restauration, de l'administration. Et puis on va pouvoir aussi pendant toute notre carrière basculer d'une spécialité à une autre et d'être réorienté pour toucher un petit peu à tout également. D'accord. Donc là aussi, différentes qualifications exigées. Si on n'a pas de qualification spéciale, on vous forme aussi chez vous. C'est ça, voilà. Les premiers mois d'un jeune engagé sera de la formation. Donc on va le former à devenir militaire. Voilà, ce sera les classes. Obéir aux ordres aussi. Voilà, obéir aux ordres, l'esprit d'équipe, travailler sur le sport, essayer de progresser et puis apprendre tout le domaine militaire qui sera nécessaire pour notre carrière. Et puis une fois que cette formation sera réalisée, on pourra après être formé sur la spécialité. Et puis 6 mois de formation pour un militaire du rang et le premier poste à tenir et les premières missions qui commenceront dans les mois à venir. Alors les missions de l'armée ont beaucoup évolué en fonction des Oui. périodes aussi. On dit souvent que l'armée de terre, mais l'armée en général, au niveau de notre pays, est aussi une armée de paix autant qu'une armée de guerre. C'est vrai ou pas? Tout à fait. On va pouvoir être déployé sur nos missions à l'étranger qui effectivement vont impacter ce côté engagement ultime. Donc le côté guerre est toujours présent, mais on a également toutes nos missions sur notre territoire, et notamment une mission qui a été très importante en 2020, la mission Résilience, qui a permis à tous nos militaires de participer, suite à la crise sanitaire, à déployer des militaires sur la logistique, aider nos hôpitaux, etc., pouvoir monter des hôpitaux militaires sur des zones fortement touchées par le Covid. Donc ça aussi, c'est une mission qui est très importante et on a à cœur de la faire. Alors à partir de quel âge on peut vous contacter si on est une demoiselle ou un jeune homme qui a envie de vivre une vie passionnante, intrépidante parfois, parce que ça bouge aussi chez vous. Tout à fait. On va conseiller à nos jeunes de nous contacter dès 17 ans, parce que c'est un projet qui peut prendre quand même un certain nombre de mois. Mais en tout cas, on peut s'engager à partir de 17 ans et demi avec l'accord des parents et jusqu'à 32 ans si on a obtenu un bac plus 5. D'accord, encore foutu pour moi. Ben oui. En ce qui concerne les régiments présents dans le département. Oui, alors donc nous avons sur le camp de la Valbonne 2 régiments sur lesquels l'année 2021 va être forte en recrutement. Ce sont le régiment médical et le 68e régiment d'artillerie d'Afrique. À eux deux, sur l'année 2021, on estime à peu près 265 postes à pourvoir, dans diverses spécialités, du secouriste, de l'artilleur pur, mais également des mécaniciens, des secrétaires, assistants administratifs, des cuisiniers, des agents de la logistique, du renseignement également. Donc nous, le renseignement, c'est plutôt tout ce qui va se rapprocher à l'informatique, système d'information et puis les drones. Et puis ça va s'échelonner entre mars et octobre. Et si un jeune est intéressé, il devra venir nous rencontrer au CIRFA. D'accord, et puis il peut aussi évidemment s'inscrire sur le forum Tout à digital fait. pour prendre rendez-vous. On Voilà. parlera évidemment de cette formule de rendez-vous pour des job dating comme ça, alors digitaux. Encore une fois, on n'est pas dans le présentiel, ainsi va la vie. Régiment d'artillerie d'Afrique, l'un est dans le continent africain alors Il s'appelle comme ça. Voilà, c'est son une histoire. appellation d'origine contrôlée, un peu comme les produits du département de l'Ain dans le domaine gastronomique. Alors donc finalement, il y a une multitude d'emplois en permanence et puis on a des contrats sur... Nous, systématiquement, un jeune, on va lui proposer un contrat de 5 ans. S'il estime que c'est un petit peu trop pour débuter, de se lancer sur un contrat de 5 ans au sein de l'armée de terre, on aura la possibilité de lui faire signer un contrat de 3 ans. Et puis, ce sont des contrats renouvelables. Donc, avant qu'un contrat se termine, il y a toujours une discussion entre le chef et son soldat pour savoir s'il estime que ce métier pourrait être encore son métier pendant quelques années. S'il y a un accord, à ce moment-là, ce contrat sera renouvelé. D'accord. En général? Ça dépend. Ça dépend. Oui, ça dépend. Il y en a qui, effectivement, vont partir sur un contrat court et puis, tout compte fait, vont se révéler et pourront renouveler. D'autres auront d'autres aspirations à un moment donné dans leur vie et retourneront à la vie civile après leur premier contrat. En connaissant parfois un métier grâce à l'armée, du coup aussi. Tout à fait, oui. Puisque un jeune qui n'aurait pas de diplôme peut tout à fait candidater, on le formera.
Et puis, oui, il aura appris un métier, il pourra rebondir sur la vie civile plus tard grâce à notre institution. On connaît tous nombre d'amis qui ont passé le permis poids lourd à l'armée, par exemple. Fait. Voilà, donc, ça coûte moins cher que dans le civil, d'abord, et puis en plus, il y a effectivement une bonne expérience. Merci beaucoup, adjudant-chef. Voilà, écoutez, merci de votre témoignage à tous les trois. Merci, mon colonel. Merci, monsieur le directeur des services de la sécurité publique dans le département de l'Ain. Et puis merci à l'adjudant-chef Valérie. Je vais rejoindre dans quelques instants Nicolas Fayet. Je vais remettre mon masque, effectivement, pour amender et compléter. On va évoquer rapidement un autre corps important pour la sécurité publique et du public. Il s'agit tout simplement de nos amis sapeurs-pompiers qu'on va évoquer dans quelques instants. Je vous retrouve là-bas. Allez, à tout de suite. Voilà, Nicolas Fayet, on va évoquer effectivement donc les métiers de la sécurité publique. Alors on a vu les gendarmes, les policiers, l'armée de terre, il y a aussi l'armée de l'air, la marine bien sûr. Il y a aussi les pompiers. Alors on ne peut pas dire qu'ils recrutent forcément beaucoup de professionnels, mais ils ont besoin de volontaires et c'est parfois un marchepied vers le monde professionnel. Je pense qu'on peut faire le lien avec les intervenants précédents. Les métiers de pompiers sont souvent liés à des vocations, à une envie d'être au service, à pouvoir donner le meilleur de soi au service de la collectivité. Et je pense que c'est des métiers aussi accessibles. Alors ils sont accessibles par concours bien évidemment, mais voilà, dont on doit faire la promotion. Et on sait que quand on accompagne des demandeurs d'emploi ou des personnes en reconversion professionnelle, ce sont des opportunités d'emploi. Ça a été vraiment souligné par les trois intervenants. Il y a une notion de vocation, d'engagement, de service à la collectivité. Et puis surtout, moi, ce sur quoi j'aimerais réagir, c'est la diversité des emplois au sein de ces corps et la possibilité d'évolution. Et aussi, il faut le dire, pour les anciens militaires, souvent de vraies qualités professionnelles qui sont bien attendues et espérées, même parfois dans des entreprises plus classiques de droit privé. Et c'est aussi un panel qui permet, parce qu'il y a des qualifications, de les transférer dans le secteur privé. Donc c'est aussi dans le cadre d'un parcours professionnel. On sait que nos parcours professionnels ne sont plus linéaires comme ils l'étaient par le passé. Et le passage par ces secteurs d'activité sont aussi une plus-value dans l'avenir de certains jeunes. Merci beaucoup Nicolas Fayet. Bien, dans quelques instants, je vais vous inviter à rejoindre le deuxième plateau, donc deuxième plateau consacré à deux grands corps de métier également, qui eux aussi proposent des postes en tension, et en particulier le premier de ceux que l'on va évoquer d'ici quelques instants, en l'occurrence donc le milieu de la santé et des hôpitaux. On en parle beaucoup évidemment avec la crise sanitaire actuelle, mais ça n'est pas nouveau, hein, donc des métiers en tension et passionnants bien sûr. Là aussi, il faut être motivé. Et puis on parlera également de l'éducation nationale, où le service d'action civique intervient aussi et permet effectivement à des jeunes de s'impliquer. Je vous propose de retrouver dans quelques instants nos trois interlocuteurs. À tout de suite. Voilà, on va se retrouver donc avec Aurélien Chabert qui nous a rejoint, donc qui est directeur de l'hôpital du Haut-Bugey, donc du secteur d'Oyonnax, on va dire, voilà, effectivement dans la Plastic Valley, où il n'y a pas que du plastique. Ça n'est pas le président Jean de Guéry qui va me contredire, mais il y a aussi évidemment donc des personnels de santé qualifiés. Et également Catherine Ricou, directrice des soins au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, je vais demander à la technique si je peux éventuellement faire un petit tour par là-bas, mais je crois à moins qu'on accueille aussi peut-être le représentant donc, de l'Éducation nationale d'ores et déjà, on verra, il peut peut-être s'installer, on le fera après. Très bien. Parfait. Donc, on va effectivement évoquer avec vous ces métiers donc, en tension, en grande tension. On en parle beaucoup de l'hôpital depuis maintenant quelques mois. On en parlait déjà un peu avant, mais un peu moins qu'aujourd'hui. Je vous propose, si vous voulez bien, donc en plus, on a été testé négatif en ce qui me concerne, en tout cas, peut-être d'enlever les masques. Voilà. Vous êtes sensible à ce genre de choses, ou et pour cause, évidemment. Donc voilà, on va garder la distanciation nécessaire. Voilà, Aurélien Chabert, c'est vrai qu'il y a une foultitude de métiers là aussi dans les hôpitaux, des hôpitaux qui sont submergés. Alors, au quotidien déjà, mais encore plus en ce moment. Petit point d'ailleurs, peut-être où en est-on actuellement au niveau de cette Covid là, dans le département de l'Ain, du côté du Haut-Bugey, puis petite question aussi peut-être du côté de Bourg-en-Bresse. Eh bien, écoutez, sur le Haut-Bugey, on espère avoir atteint un plateau. On avait quelques signes rassurants ces derniers temps, mais rien n'est acquis et l'activité, ne serait-ce que hier et avant-hier, était encore très importante pour le Covid et nos services d'hospitalisation sont toujours pleins. D'accord, donc restons prudents évidemment. Hein. Parfaitement. D'accord. Et vous, Catherine Ricou, même constat ? C'est le même constat sur l'hôpital de Bourg-en-Bresse, avec en parallèle du Covid, malgré tout, des patients qui continuent de venir, et ça c'est une bonne chose, et qui aussi occupent nos services. On n'a pas que de la prise en charge Covid, heureusement pour la population.
Oui, parce que s'il n'y avait plus que là où le Covid, on peut dire les deux, je crois. Hein, mais enfin bon, effectivement. C'est plutôt la Covid. Très bien, d'accord, très bien. Donc, un virus au féminin. Écoutez, voilà, on y est très attaché des fois, mais là, un peu trop malheureusement. Aurélien Chabert, évoquons donc ces fameux métiers en tension, justement, chez vous comme ailleurs. On a besoin de personnel, d'abord parce que ceux qui sont en place sont un peu épuisés, ça peut se comprendre. Mais on va aussi parler du rôle que vous avez, le rôle social, le rôle évidemment dans le domaine de la santé. C'est avant tout un métier, des métiers. Ce sont des métiers réservés à ceux qui ont envie de s'occuper des autres. Il faut aimer les gens pour faire ce métier, il faut être très clair. Bien sûr. Il y a une multitude de métiers à l'hôpital, pas moins de 200 métiers au sein des différents établissements de santé. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, les établissements de santé sont les premiers employeurs des communes dans lesquelles ils sont. Donc ce sont des établissements d'importance pour les collectivités locales et pour la vie locale. Ensuite, il y a besoin de personnel parce que ce sont des métiers à fort besoin de main-d'œuvre. Ce sont des métiers du contact, ce sont des métiers du soin, c'est le prendre soin, effectivement. Il faut soigner, il faut accompagner. Et les différents types de métiers qu'on va trouver sont évidemment des métiers de soignants. Environ 7 postes sur 10 à l'hôpital sont des métiers de soignants. Et puis, il va y avoir également des postes techniques et logistiques, des postes administratifs et, dans une moindre mesure, des postes à caractère social. D'accord. Alors il y a de l'administratif, bien sûr, mais il y a donc 70% de gens qui sont vraiment sur le terrain, les mains dans le cambouis, si je puis m'exprimer ainsi, et qui sont au quotidien en position donc d'être tout près des malades et des patients. Donc ça, c'est important. Alors je le disais, ouais, c'est vrai, il faut de l'empathie, il faut de la bienveillance, il faut du courage un peu aussi quand même, mais ce sont de beaux métiers parce que l'air de rien, on sauve des vies, c'est quand même pas rien. Ce sont des métiers qui ont beaucoup de sens. Et la notion de sens dans le métier qu'on exerce ou qu'on va exercer est essentielle. Il est essentiel le soir quand on rentre et qu'on retrouve son foyer de se dire « aujourd'hui j'ai été utile ». Et c'est le cas pour la plupart des professionnels qui interviennent à l'hôpital. Le prendre soin, c'est vraiment une posture tournée vers l'autre. Et du coup, il faut effectivement des professionnels, des futurs professionnels qui n'aient pas d'appréhension justement dans la relation à l'autre. Alors évidemment, il faut être formé, hein. On ne s'improvise pas infirmier, aide-soignant, encore moins évidemment chirurgien ou médecin ou urgentiste. Voilà, c'est vrai que ce sont des métiers que l'on apprend, mais les gens qui sont de l'autre côté de l'écran et qui se disent moi, ce sont des métiers qui m'intéressent, il faut qu'ils se forment pour ça. Donc il y a des centres de formation, fort heureusement, à différents titres, y compris dans le département d'ailleurs, je crois. Bien sûr, il y a différentes écoles de formation paramédicale, puisqu'elles permettent de délivrer un diplôme d'État qui permet à chaque élève qui aura suivi cette formation d'avoir une reconnaissance et de pouvoir ensuite postuler dans les différents emplois, dans les établissements, mais également en libéral pour certains des métiers. Et donc dans toute la France, et en particulier dans l'Ain, évidemment, qui est le plus beau département de France et du monde, on ne le dira jamais assez, et je ne suis même pas chauvin en vous le disant. Voilà, donc quels sont les besoins spécifiques du centre hospitalier du Haut-Bugey en ce moment ? Alors le centre hospitalier du Haut-Bugey emploie actuellement 700 personnes. Parmi ces personnes, il y a évidemment des infirmières, des aides-soignants, des agents de service hospitalier, mais également aussi des manipulateurs radio, des préparateurs en pharmacie, des techniciens de laboratoire. Il y a à l'hôpital, et c'est une constante, un turnover relativement important. Et donc, du coup, il y a des besoins permanents de recrutement. Chaque année, nous recrutons une dizaine d'infirmières, une quinzaine d'aides-soignantes. Et le renouvellement est permanent. Et donc, il n'y a pas de chômage à l'hôpital. Vous employez beaucoup le terme aide-soignante, infirmière. Il y a aussi les hommes là-dedans, hein. Ils sont moins nombreux que les femmes, mais ce sont des métiers d'hommes aussi, non ? Ce sont des métiers effectivement qui sont mixtes, mais on dénombre 80% de femmes sur ce type d'emploi. Comme elles sont plus bienveillantes sans doute et plus empathiques que nous, hein, voilà. Ça n'est pas Catherine Ricou qui va nous contredire. On reviendra avec vous, Aurélien, dans quelques instants, Aurélien Chabert. Catherine Ricou, on va parler effectivement de ce qui se passe aussi au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, à Fléria. Donc effectivement, vous êtes combien dans ce centre hospitalier ? En tout, on est 2800. Ouais, c'est aussi une grosse maison. Alors, sur le centre hospitalier et les établissements en direction commune, hein, la globalité. D'accord, très bien. Donc là aussi, évidemment, un travail qui ne cesse, effectivement, absolument, qui reste passionnant. Et alors, un ascenseur social interne, puisque vous êtes vous-même l'exemple type de celle qui rentre par la petite porte pour arriver, écoutez, en haut de la pyramide, quoi, on peut le dire ainsi. Exactement. L'avantage des centres hospitaliers
de toute la France, hein, c'est qu'ils permettent au personnel qui rentre de grimper dans l'ascenseur social. On commence sur un métier au démarrage qui peut être de l'ASH ou de l'aide-soignant. On peut, ou manip radio, moi-même je suis manip radio de formation initiale. Et puis derrière, eh bien, on nous accompagne dans notre évolution professionnelle sur des fonctions d'encadrement, sur des fonctions d'encadrement supérieur, jusqu'à des fonctions de direction, puisque moi, c'est le parcours que j'ai suivi sur mes 25 années de carrière. Alors vous êtes directrice des soins. En Oui. fait, vous faites quoi du coup? Ah, ça c'est la question. C'est une bonne question, hein, parce c'est que la- directeur du centre hospitalier, on comprend tout de suite. Directrice des soins. Le directeur des soins est la personne qui est en charge de la coordination et de la supervision de l'ensemble des professions paramédicales de l'établissement de santé. Son boulot principal, c'est de s'assurer qu'on mette la bonne personne au bon endroit, au bon contact du bon patient. Voilà. Ça en Donc, fait, dites donc, des planètes à aligner. Hein. C'est ça. Et d'avoir cette vision d'ensemble de ce qu'est l'établissement et pas une vision de service. Donc on est là en tant que conseiller du directeur sur la stratégie de déploiement des personnels paramédicaux. D'accord, donc c'est une question d'organisation générale, Absolument. de bonne connaissance des équipes aussi, évidemment. Hein, C'est ça. voilà. Moyenne d'âge à peu près à l'hôpital de Fléria, vous avez calculé 45 ans, non? C'est ça? C'est pas trop? Ça dépend des services Ça dépend peut-être? tout à fait des services et des métiers. D'accord. Donc c'est très fluctuant. Mmh. On a des moyennes d'âge très jeunes sur les métiers, sur les services où les soignants sont en 12 heures. Ce qui veut dire qu'ils travaillent 2 fois 12 heures. Hein. Ils font 12 heures de jour, puis 12 heures de nuit et ils enchaînent. Alors bien sûr pas le même soignant. Oui, sinon ça ferait 24 heures, ça ferait beaucoup. Oui. Voilà, donc c'est plutôt quelque chose qui attire les populations de soignants jeunes. Et puis c'est des métiers de la réanimation par exemple ou des urgences. Et puis après on va plutôt sur des services avec les 3-8, donc 7h30, 7h30 et 10h, c'est pas tout à fait 3-8. Et là on a des populations qui ont un peu plus d'âge parce qu'elles ont des enfants, et elles ont le 12 heures est difficile. Voilà. Donc en fait, on a d'un service à l'autre, on peut avoir une moyenne d'âge tout à fait différente. Alors vous faites partie aussi des métiers en tension, on le disait. Il y a aussi une médiatisation souvent qui montre un visage extrêmement négatif de toutes ces professions, c'est dur, etc. Et tous les métiers sont durs, hein. Par contre il faut les aimer, effectivement. Donc voilà, il y a de la place, on le disait, il y a de vraies carrières et puis il y a une vraie passion autour de ces métiers-là, franchement. Absolument, c'est un métier au service de l'autre, ça c'est sûr. C'est l'avantage de l'hôpital, c'est qu'effectivement il y a tous les métiers, il y a une représentation de métiers très vaste. Chacun peut y trouver son intérêt, son avantage. C'est un métier où on travaille rarement seul, mais très souvent en équipe, avec une vraie notion de cohésion, de dynamique, de famille presque dans certains services, avec un sentiment d'utilité. Et puis on accueille des patients à tout âge de la vie. On commence à la maternité avec des événements heureux. Et puis, on accompagne les gens dans leurs moments plus ou moins faciles tout au long de leur vie. Donc, ce sont des très, très beaux métiers. Voilà, jusqu'à la fin de vie qui doit être gérée au mieux. Absolument. Également, hein, parce que la vie, c'est comme ça. C'est Frédéric Dard, San Antonio, qui disait « La mort est une maladie qu'on attrape en naissant ». On sait bien que de toute façon, voilà, le parcours doit s'arrêter un jour, dans les meilleures conditions possibles, effectivement, est le mieux. Aurélien, donc on revient vers vous, Aurélien Chabert. Donc il y a des besoins immédiats, il y a des besoins à moyen terme aussi. On planifie un peu les embauches quand même quand on est directeur d'un centre hospitalier. Dans un premier temps, on essaye de répondre à l'urgence puisque les métiers, comme vous le disiez, sont en tension. Et donc, par exemple, à l'occasion de la crise sanitaire, les effectifs sont renforcés et donc, du coup, on accélère les processus d'embauche. On passe par des sociétés éventuellement d'intérimaires et puis ensuite, on essaye de concrétiser ces recrutements par la suite. D'une manière générale aussi, on se projette à moyen terme, évidemment, à travers la pyramide des âges qui nous permet de voir quels vont être les départs à venir et quels vont être les métiers plus en tension encore. La particularité du territoire, c'est qu'effectivement, les professions de santé sont très mobiles et du coup, comme je vous le disais, le renouvellement est permanent. C'est aussi une des caractéristiques du marché de l'emploi aujourd'hui où les professionnels restent quelques années sur un emploi et après ils ont envie de voir autre chose, une autre entreprise. Ouais. Catherine Ricou, notre département est assez attractif quand même pour les métiers de la santé.
Ou il faut encore le promouvoir un petit peu, ce que s'emploient à faire d'ailleurs les gens du département et tous, hein. Alors, on est attractif parce qu'on a quand même quelques candidatures spontanées, mais je pense qu'un petit coup de pouce ne serait pas malvenu. Voilà, Ouais, d'accord. effectivement. En tout cas, vous êtes prêts l'un comme l'autre et l'une comme l'autre à recevoir, bien sûr, hein, pour des job dating digitaux, les candidatures, les CV sur le site. On redonnera évidemment, on redonne régulièrement d'ailleurs, je pense. On doit afficher le site sur lequel on peut se rendre pour prendre rendez-vous. Vous avez bloqué l'un comme l'autre, je crois, quelques dates et quelques horaires sur le calendrier, sur vos agendas surchargés pour recevoir toutes ces personnes, voilà, qui sont évidemment les bienvenues. Merci beaucoup. Merci Aurélien. Merci beaucoup Catherine. Et puis on vous souhaite beaucoup de courage parce que je crois qu'on n'est pas sorti de l'auberge encore avec cette Covid-là qui effectivement est toujours des nôtres. Mais bon, on espère que ça va se calmer et puis qu'on pourra quand même passer des fêtes de fin d'année à peu près sympas et qu'on pourra venir voir les malades, surtout les patients, dans les centres hospitaliers, parce que ça aussi c'est un autre problème avec notamment aussi nos amis des EHPAD qui ne sont pas toujours bien lotis en échange, mais ainsi va la vie. Il faut que ce virus s'arrête enfin. Merci beaucoup. Merci. Voilà, dans quelques instants, on va changer donc de thème. On va parler du domaine de l'éducation nationale. Nous accueillerons donc David Barjon, qui est inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'orientation. Et juste avant de le recevoir, on va vous proposer une vidéo qui nous parle du service d'action civique, dont lui nous parlera juste après avec les besoins spécifiques pour l'éducation nationale dans ce département. À tout de suite. Alors leur mission, je dirais principale, c'est d'aller à la rencontre des collégiens pour voir avec eux un programme pédagogique. Comme grand thème, la prévention contre les décrochages scolaires. Au collège, je sais qu'on manque un peu de confiance en soi. On se dit souvent on est nul, mais nul, ça n'existe pas. On est tous doués pour quelque chose, vous êtes tous importants, et même si la réussite ne vient pas tout de suite, elle va venir plus tard. Est-ce qu'on commence dans 10 ans? Non, on commence maintenant. On commence maintenant. Ils apportent un œil neuf sur la façon dont on travaille, la façon dont on peut améliorer notre programme pédagogique. Ils nous remontent ce qu'ils ont ressenti en classe. Ils sont très très actifs. Ils ont envie d'être vraiment partie prenante là où ils s'engagent. Voilà, après ce film donc, qui lance la notion de service d'action civique, David Barjon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous représentez donc l'éducation nationale, hein, grand et beau navire, grand paquebot du savoir dans l'Ain comme dans l'ensemble du territoire français. Alors ce service d'action civique, c'est ce que vous avez entre guillemets à vendre en ce moment. On a découvert effectivement un petit peu ce dont il s'agissait. On va aller un peu plus loin. Vous cherchez des jeunes intéressés par le service d'action civique. Alors qu'est-ce qu'on peut dire pour les motiver de rejoindre justement ce service d'action civique et l'éducation nationale? Alors, donc les volontaires de service civique, donc on accueille dans l'éducation nationale, donc sont âgés de 18 à 25 ans. Ils rentrent sur des missions au minimum de 6 mois, donc entre le mois de septembre-décembre, donc actuellement, jusqu'au mois de juin de l'année scolaire. Donc c'est des missions qui s'effectuent en collège, en école, en lycée, voire dans des services déconcentrés de l'éducation nationale, mais il y a une priorité plutôt sur les écoles et les collèges. Et je dirais que ces missions sont intéressantes pour des jeunes qui envisagent d'embrasser la carrière d'enseignant, mais qui souhaiteraient, avant cela, avoir une expérience en immersion dans un établissement scolaire. D'accord. Ça permet d'avoir une idée concrète de l'univers d'un collège. Alors, c'est à quel niveau? École, collège, lycée Alors, école, collège, lycée, mais c'est plutôt recentré sur les écoles et les collèges. Et dans le département de l'Ain, actuellement, on a une soixantaine de services. On recherche une soixantaine, de services civiques. Donc avec pour objectif de contribuer aux activités éducatives et pédagogiques et puis également tout un travail sur la citoyenneté au sein des écoles et des collèges. D'accord. C'est vrai que c'est important, évidemment, de rappeler que le collège ou l'école ou le lycée sont des lieux de formation, d'éducation, de culture générale, de citoyenneté aussi. Plus que jamais, le rôle est important. On se rend bien compte du rôle de l'école avec un grand E aujourd'hui. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est les missions qui sont proposées au service civique donc, correspondent bien à ces attentes. On a notamment parmi les missions qui peuvent être confiées à ces jeunes, alors à la fois
des missions spécifiques liées au projet de l'école et puis, on va dire, au territoire où se situe l'établissement, et puis également des missions plus générales, mais à la fois préétablies, on va dire, hein, dans un cadre. Et donc, effectivement, ces missions en lien avec la citoyenneté, en font partie, quel que soit le niveau. D'accord. Alors moi, dans mon âge canonique, j'ai connu l'époque des pions, par exemple. Ça rentre dans ce domaine-là, un pion, entre guillemets? Alors non. Un surveillant? Non. Pardon, non, pas tout à fait. Là, on est plutôt ce qu'on appelait les pions à l'époque, donc les surveillants. Ce sont les assistants d'éducation, les AED. Donc là, c'est un autre métier. On en recherche dans l'éducation nationale? On en recherche, on en recherche ponctuellement, hein, quand les besoins se font ressentir. Alors là, on est plutôt sur les collèges et les lycées. D'accord, très bien. Mais en ce moment, c'est effectivement le service civique plutôt qui est recherché. En ce moment, on est plutôt sur les services civiques. On a aussi des recrutements ponctuels d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, les AESH, donc avec des campagnes en général en début d'année scolaire, mais au fur et à mesure des besoins, on est aussi amené à recruter pendant l'année scolaire. D'accord, donc on en a éventuellement aussi des personnels de ce genre à recruter en ce moment. Tout à fait. Si on a envie d'aider un jeune en situation de handicap, à évoluer à l'école, dans les transferts entre l'école et le domicile, c'est le genre de mission? C'est plutôt au sein de l'établissement scolaire, donc c'est à la fois une aide pédagogique et puis une aide aussi, j'ai envie de dire, dans la vie du collégien ou du lycéen dans son évolution au quotidien. Alors donc ces jeunes qui font le service civique, on le disait à l'instant, ils ont une expérience de la vie d'une école, d'un collège. Bon, s'ils aiment, ils peuvent éventuellement ensuite devenir, pourquoi pas, prof ou d'autres métiers, parce que les métiers dans l'éducation nationale, ils sont nombreux aussi. Hein. Les métiers dans l'éducation nationale sont nombreux. La plupart, bien sûr, c'est des recrutements sur concours. Je pense notamment par exemple aux enseignants ou aux psychologues de l'éducation nationale aussi, puisque ça, c'est des personnes que j'encadre plutôt dans mon activité au quotidien. Mais effectivement, on est plutôt sur des recrutements sur concours, des concours nationaux, et puis bien sûr les emplois qu'on décrivait tout à l'heure, avec plutôt des emplois de contractuels, donc sur des temps limités qui peuvent se prolonger et qui se font au niveau local et dans le courant de l'année scolaire. D'accord. Donc on vous contacte aussi, on peut prendre rendez-vous, vous êtes à la disposition de chaque jeune. Alors à partir de quel âge on peut faire un service civique? Alors le service civique dans l'éducation nationale, donc c'est entre 18 et 25 ans. Il n'y a pas de condition de diplôme et il n'y a pas non plus d'exigence d'expérience professionnelle. D'accord. Le volume horaire, donc c'est 24 heures par semaine. Il y a 20 heures qui sont consacrées aux missions en lien avec l'établissement scolaire. Et puis, dans le cadre du service civique, on a aussi 4 heures qui sont consacrées soit à la formation du jeune, donc en service civique, ou en tout cas à la préparation de son projet d'avenir. Une indemnité forfaitaire qui est de 473 €. Et puis, on touche un peu de sous quand même, voilà, c'est bien, c'est pas négligeable non plus. Hein, effectivement, éventuellement, si il y a des frais de déplacement, on a aussi un forfait de 207 €. D'accord. Voilà, et donc dès à présent, une soixantaine de postes à pourvoir, on est bien d'accord. Une procédure unique de recrutement. Qui passe forcément par le site service-civique.gouv.fr. Le jeune est amené à créer un compte sur ce site. Une fois qu'il a créé son compte, il peut consulter l'ensemble des offres et déposer ses candidatures. Une fois que la candidature est déposée, c'est l'inspection académique, les services de l'inspection académique qui reprendront contact avec lui. D'accord. Ensuite, évidemment, on va vérifier qu'il est apte à supporter la mission, évidemment. Très bien. Écoutez, David Barjon, merci beaucoup. On a survolé un peu tout ça, évidemment, mais on avait peu de temps en même temps. Hein, le principe de l'émission étant, évidemment, donc de donner envie. En tout cas, voilà, ce sont de beaux métiers dans l'éducation nationale. C'est bien, effectivement. N'hésitez pas à venir, malgré tout le mal qu'on entend parfois aussi, parce que franchement, il faut qu'on réhabilite tous ces métiers de la fonction publique. C'est incroyable, c'est vrai. On a un pays bien maillé au niveau, justement, des missions de service public et il faut en conserver la teneur et la force. Merci beaucoup, David Barjon. Voilà, dans quelques instants, je vais retrouver donc Nicolas Fayet pour faire un petit complément d'infos concernant effectivement tout ce type de métier et je vais évidemment remettre mon masque. À tout de suite. Nicolas Fayet, voilà, autre présentation, métier de la santé, métier dans l'éducation nationale, voilà, ce sont effectivement
des grandes familles de métiers dans la fonction publique qui recrutent aussi, on l'a bien compris, en permanence. Alors, à très court terme parfois, à plus long terme également. Est-ce qu'on a oublié des postes, des missions, des fonctions? Est-ce que vous les complétez? Non, peut-être sur la santé, préciser qu'évidemment, on a un plan d'action immédiat lié au contexte que l'on connaît sanitaire et qu'on travaille avec l'Agence régionale de santé pour le repérage des demandeurs d'emploi qui seraient inscrits dans les métiers de la santé. Qu'on travaille aussi en lien avec la région Auvergne-Rhône-Alpes pour financer des formations d'aides-soignantes. Alors bien évidemment, vous l'avez bien compris, ça demande un peu de temps pour former ces personnes. Mais là aussi, les demandeurs d'emploi et autres qui pourraient être intéressés par ces métiers, n'hésitez pas à solliciter vos conseillers dans les agences Pôle emploi. On a des possibilités de vous accompagner sur ces projets-là, de vérifier vos aptitudes et d'aller vers les métiers, qu'ils soient d'ailleurs d'aide-soignants, mais aussi d'ASH et puis également infirmiers. On maintient par exemple la rémunération des élèves infirmiers pendant leur formation. Et on a effectivement sollicité tous les personnels qualifiés qui pouvaient accéder à l'emploi pour répondre aux besoins du territoire, puisqu'on a appelé individuellement tous les demandeurs d'emploi des métiers d'aides-soignants et d'infirmiers et de médecins qui pourraient être inscrits dans nos services. Et pour l'éducation nationale, effectivement, les postes de volontaires service civique, on les retrouve aussi dans d'autres activités de la fonction publique. On les retrouve à Pôle emploi, par exemple, en accueil. Et ce sont vraiment des tremplins et ce sont des jeunes qui rebondissent très vite ensuite sur des emplois plus pérennes et pour lesquels aussi, ça crée parfois des vocations de passage de concours. Donc à engager fortement. Alors on va rebondir aussi sur les propos du président de Guéry tout à l'heure qui disait que le département recherchait à embaucher des médecins. Ça, oui. C'est une démarche un peu nouvelle des départements, hein? Alors, c'est variable. Certains départements le pratiquent. Ça peut être aussi des médecins pour leur propre service. Je pense à des médecins du travail, à des médecins qui accompagnent aussi les services de santé. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour l'un, mais sur certains territoires, effectivement. Et puis également, pour répondre à la désertification de certains territoires en termes d'offres de santé, les collectivités territoriales prennent la main et créent un espace public de santé en embauchant effectivement des personnels médicaux. Eh bien, merci pour la transition, Nicolas Fayet, puisque nous allons retrouver les collectivités territoriales, les EPCI, dans quelques instants pour le troisième et dernier plateau avant votre pré-conclusion et la conclusion de Jean Deguéry. Un petit peu plus tard dans cette émission, donc même endroit, vous connaissez un petit peu le principe, un jingle et on se retrouve dans quelques instants avec 3 interlocuteurs et un autre par vidéo. Voilà, ils viennent d'enlever leur masque, hein, je tiens à le préciser aussi. Nos 3 intervenants qui représentent des collectivités territoriales. Sébastien Gobert, auquel on souhaite la bienvenue. Bonjour Sébastien, qui lui est bien conseiller délégué administration générale et RH à la communauté de communes du Grand Bassin de Bourg-en-Bresse, l'agglomération, hein, CA3B, puisqu'on utilise parfois, vous le savez, des sigles. Pierre Roux, vice-président chargé des finances et des RH jusqu'à il y a de cela quelques jours. Il l'a été longtemps, maintenant plus, mais il a encore des notions évidemment de ressources humaines à la communauté de communes Bugey Sud. Et puis Abdoulaye Dagne, qui est effectivement DGS de Haut-Bugey Agglomération. Merci messieurs d'être avec nous et d'être venus jusqu'ici pour nous parler de vos besoins spécifiques. Parce que les collectivités territoriales, effectivement messieurs, sont pourvoyeuses d'emplois, beaucoup, et notamment ce qu'on appelle les communautés de communes ou les agglos. Sébastien Gobert, c'est vrai qu'en permanence, vous recrutez du monde aussi, hein, parce que l'air de rien, c'est de grosses machines que vous conduisez maintenant. En permanence, effectivement, nous recrutons du monde. Nous avons des besoins qui évoluent quotidiennement. Si je prends l'exemple de l'année 2019, de mémoire, c'est une centaine de personnes que nous avons recrutées sur des emplois soit permanents, soit en tant que contractuels, auxquels on peut rajouter également les 180 personnes saisonniers que l'on a dû recruter pour faire face à des besoins temporels liés aux conditions climatiques ou autres. Alors citez-moi quelques exemples de métiers. Alors, il y a les métiers voilà, qu'on voit, il y a des métiers qu'on ne voit pas peut-être aussi, non ? Il y a des métiers effectivement qui travaillent un petit peu plus en sous-marin, comme les métiers administratifs, effectivement, pour lesquels ils ne sont pas en contact ou toujours en contact direct avec la population, et les métiers d'informaticiens qui sont également des métiers en forte tension, parce qu'on a énormément de difficultés à recruter des informaticiens en ce moment au regard des fortes demandes qui sont présentes sur le marché. Il y a d'autres métiers qui, pour le coup, sont plus à la vue des usagers du service public, comme les collecteurs des ordures ménagères, les reapers, comme on dit, ou les secrétaires de mairie. Voilà. D'accord. Donc il y a des métiers qu'on voit, effectivement, et ceux-là sont peut-être moins en tension que ceux qu'on ne voit pas, finalement, non ? Oh, pas forcément. Si je reprends l'exemple des reapers, des collecteurs des ordures ménagères, c'est des métiers qui sont en tension. On a
énormément de besoins sur ces métiers et on est en recherche très fréquemment de personnes candidates pour pourvoir à ces postes. D'ailleurs, on en a publié sur le site du forum à cette occasion-là. D'accord. Vous évoquiez tout à l'heure une concurrence sur l'informaticien, par exemple. Ça veut dire que le privé vient vous piquer des gens de temps en temps ou font de la surenchère? Comment ça se passe? Peut-être. En tous les cas, c'est avec le contexte sanitaire, le télétravail, les besoins en informaticiens, les logiciels métiers qui évoluent, les attentes des usagers, les nécessaires besoins d'adaptabilité font qu'on a énormément besoin d'informaticiens. Chaque projet aujourd'hui comporte forcément un informaticien parce qu'on ne fonctionne que par les réseaux informatiques ou télécommunications nouvelles. Donc alors au niveau de CA3B, les grandes urgences, alors les reapers, on l'a bien compris, Oui. les autres métiers où vraiment vous recherchez du monde pour demain ou même pour hier, quoi. Alors, nous sommes souvent en recherche d'auxiliaires de puériculture, nous sommes souvent en recherche de reapers, comme je vous l'ai dit, nous sommes souvent en recherche d'informaticiens, nous sommes souvent en recherche de personnes, d'éducateurs spécialisés dans la petite enfance ou dans la jeunesse. Voilà. Plus particulièrement en ce moment, à la CA3B, on recherche des agents de collecte, comme je vous l'ai dit, un responsable adjoint en établissement d'accueil du secteur de la petite enfance, un responsable de pôle, c'est pour vous montrer aussi la diversité des missions, dans la thématique de l'exploitation des réseaux d'assainissement, un professeur territorial d'enseignement artistique avec une spécialité percussion. J'espère que ça va percuter au niveau des demandeurs d'emploi, d'ailleurs, oui. Un directeur général des services d'une commune, un chargé de mission démocratie participative et facilitateur de tiers-lieux sur la commune de Brest-Vallon, un technicien géomaticien, des maîtres nageurs, des surveillants de baignade, des surveillants aquatiques, pardon. Enfin voilà. D'accord. Et donc effectivement, alors là, bon, les conditions d'embauche, faut être évidemment majeur, faut être diplômé autant que faire se peut. Comment ça se passe? Pour certains métiers, effectivement, il faut un certain niveau de diplôme, mais pas forcément. On peut rentrer à la CA3B dans toutes les autres collectivités locales ou territoriales ou les établissements publics, avec concours ou sans concours. Ça dépend du niveau d'emploi et de compétences qui sont recherchés. Mais effectivement, la règle, ça peut être le concours. Oui. On peut rappeler vite fait, bien fait, CA3B, 170 000 habitants, combien de communes, c'est ça à peu près? Alors, pour être précis, c'est 146 000 habitants, c'est 73 communes, avec un territoire évidemment très diversifié, hein, parce qu'on peut aller de Saint-Trivier-de-Courte au Revermont. Donc, c'est toute la richesse d'ailleurs de cette communauté d'agglomération qui fait qu'on a réussi à mutualiser des territoires et des compétences qui sont au final mieux assumées puisqu'elles ont été regroupées au sein de la CA3B. Voilà, donc ça donne plus de corps, plus de force, mais beaucoup de missions également, hein, énormément de missions, quasiment toutes les missions ou presque. Hein, ouais. Il y a quelques missions qu'on n'a pas, mais effectivement, le champ de compétences est extrêmement large avec des compétences un peu obligatoires et puis des compétences facultatives qui ont été rajoutées à la demande, notamment des élus. Très bien, merci beaucoup Sébastien Gobert. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon, rapide forcément, mais évidemment vous êtes à la disposition de ceux et celles qui de l'autre côté de l'écran donc voudront bien venir vous rencontrer et vos équipes. Cela va de soi. Pierre Roux donc est également des nôtres, vice-président, je le disais, chargé des finances maintenant et que les finances, mais avant c'était les RH en plus. J'avais les RH et sous le précédent mandat j'étais à l'économie. D'accord. Donc au niveau de la communauté de communes de Bugey-Sud. Donc là on est dans le sud-est du département. On est dans le sud du département, on est limitrophe avec la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère. Mais très proche. Mais j'ai toujours plaisir à venir dans la capitale indinoise pour défendre mon territoire et le département. Alors, ce n'est pas tout à fait le même contexte qu'une collectivité comme celle que vous avez énoncée. Nous, c'est 35 000 habitants. Il faut savoir que le PESIC est un établissement public d'intérêt intercommunal, ce n'est pas une collectivité. On va dire que c'est un club de maires, des gens qui se mettent ensemble. On est 43 maires avec tous les autres élus. Oui, c'est pas, alors c'est un peu obligatoire. C'est pas un comme club med, hein, parce qu'il y a la maire au club med. Mais là, c'est un club de maire, mais pas avec la même orthographe. C'est des gens qui travaillent ensemble et qui unissent leurs forces pour pousser un territoire. Hein, sur des grandes thématiques comme l'économie, le tourisme, déchets, mobilité, voirie et bientôt eau et assainissement, on a décidé ensemble, quasiment à l'unanimité, de transférer cette compétence
qui est très importante parce qu'avec ces périodes de sécheresse, le but, c'est de sécuriser notre l'approvisionnement en eau potable. Voilà, de Bugey Sud. Voilà. D'accord. Alors, c'est une communauté de communes, vous le disiez vous-même, donc c'est un conglomérat, une fédération de communes. Oui. Voilà. Alors, c'est vrai que il faut que tout le monde s'entende bien. Bon, je suppose qu'il y a parfois quelques discours enflammés, mais bon, voilà. Les communes recrutent elles-mêmes, plus la communauté de communes. Comment ça se passe au niveau de l'emploi entre communes et communautés de communes? Alors, moi, je suis élu belaisan. On a 180 agents qui travaillent sur la commune de Belay. Alors, il y a beaucoup d'activités au niveau de la petite enfance, au niveau des écoles, plutôt sa compétence au niveau du primaire, tout ce qui est environnement, entretien, etc. Donc ça crée des emplois, peut-être un peu moins qualifiés que ceux de la Comcom, qui fait appel à de l'ingénierie. Pour 35 000 habitants, on a 60 personnes qui travaillent à la communauté de communes. On en avait 20 avant la fusion, à peine, avant la fusion de 4 Comcom. Et là, on a beaucoup embauché au cours de dernier mandat pour faire face à ces nouvelles compétences. Alors aujourd'hui, je n'ai pas énormément de choses à proposer, mais ça va venir, puisqu'on a un projet de territoire. Le transfert de l'eau et l'assainissement va engendrer des créations d'emplois. Ça, c'est pour l'an prochain, non, voilà. À peu près? Oui. Le transfert, en principe, c'est janvier 2022. Ah, d'accord. Non, 22. C'est déjà très compliqué parce qu'il y a énormément de travail en termes de RH, finance, au niveau d'un transfert. On verra. Moi qui m'occupe finance et qui était au RH, je peux vous dire que c'est compliqué parce qu'on veut transférer, mais il faut avoir les moyens de le faire. Voilà, à Belay, on a un hôpital moderne qui vient d'ouvrir ses portes, qui n'a pas été encore inauguré. On a validé la construction d'un centre aquatique qui va faire appel qui va ouvrir des perspectives d'emploi, parce que ce centre aquatique qu'on a actuellement, qui a 40 ans, qui appartenait à Belay, qui a été transféré, a moins d'emplois, mais sur un centre aquatique moderne, ça va générer des emplois. Dans la mesure où on a une augmentation de notre population à peu près similaire à celle du département de 1% par an, soit 20% dans 20 ans, il faut créer l'espace et les structures pour accueillir toutes ces personnes en termes d'école, etc. Et d'attractivité. Donc on s'y emploie. Mais donc vous dire aujourd'hui que la Comcom va faire énormément de propositions et d'offres d'emploi, je dis non, parce que ça a été fait, ça va venir. Mais j'invite tous les jeunes qui veulent travailler sur ce secteur, sur Bugey Sud. Nous, on a une très belle Comcom, on est à proximité de grandes villes comme Lyon, qui a 90 km, même Grenoble, Chambéry, Aix. Et puis, on est dans un havre de verdure. On a un territoire qui est occupé à 60% par de la forêt. Donc, on a un captage de carbone qui est 3 fois il y a un peu de vignes, il y a des fours, il y a des vignes, il y a des galettes. On a de la production d'énergie verte, notamment par la CNR. Donc, on a un territoire très attractif et notamment, peut-être aussi avec le télétravail, on va capter du monde parce qu'il y a des gens qui sont à Lyon. S'ils vont travailler en présentiel 2 jours, ça ne leur posera pas de problème pour aller même à Bourg-en-Bresse et venir habiter chez nous. Non, mais Président, je fais la promotion de mon territoire. Voilà. Très bien. Mais le président, il aime bien aussi le secteur d'Oyonnax. On va en parler dans quelques instants, ça tombe bien d'ailleurs. Voilà, effectivement. Mais tout le département est attractif, on le sait bien, effectivement. Oui, tout le département. Donc Pierrot, encore beaucoup de dossiers effectivement au feu, en quelque sorte. Beaucoup d'engouement de faire au feu. Voilà. La construction des territoires, c'est passionnant. C'est passionnant. Et puis effectivement, on structure pour l'avenir, donc les jeunes sont évidemment les bienvenus. Merci beaucoup à vous. Abdoulaye Diagne est le directeur général des services de Haut-Bugey Agglomération, dont le président est aussi le président du département. Voilà, c'est une parenthèse que je referme immédiatement. Merci à vous de venir jusqu'à nous parler également des besoins spécifiques de cette agglomération du Haut-Bugey, qui est une agglomération qu'on va peut-être présenter au niveau de quelques chiffres aussi, qui est une agglomération qui pèse aussi lourd sur le département. Oui, c'est une agglomération. J'ai tendance à dire souvent que c'est une jeune agglomération puisque, comme vous le savez, le Bugey agglomération est passé en agglomération en 2018. C'est issu d'une fusion de 4 communautés de communes et puis d'une extension de périmètre. Alors, l'avantage sur cette thématique collectivité territoriale, c'est que c'est un terme générique, mais on l'a vu au regard des 2 présentations qui sont faites. On est très diverses et très différentes sur nos besoins et sur la manière d'apprendre les choses. Alors, l'avantage de Haut-Bugey agglomération,
j'ai souvent tendance à dire qu'on s'est très fortement évolué, très fortement intégré au sens de l'évolution des compétences. Donc c'est un territoire qui a beaucoup évolué dans ces 5 dernières années. Et quand on regarde le niveau et le seuil des compétences actuelles, voilà, on est pratiquement au-dessus de ce qui pouvait être fait. Alors l'avantage de cette évolution, c'est la diversité des métiers. Puisque vous savez, une intercommunalité comme la nôtre est plutôt une intercommunalité qui est plus de proximité quand on regarde la configuration du territoire. Vous avez une partie qui est relativement urbaine et puis une partie relativement rurale. Donc il y a un besoin de service et de proximité par rapport aux usagers. Et pas moins de, quand je mets de côté les métiers administratifs classiques, donc on est sur pas moins de 15 métiers, si vous voulez, qui sont des métiers de proximité que l'usager attend des services de l'agglomération. Quand je fais la comparaison, en 2014, 64 agents, en 2020, 200 agents. Voilà. Donc ça montre un petit peu l'évolution qui a eu lieu ces dernières années. L'inconvénient, si j'ose dire, de cette évolution, c'est que les métiers évoluent, donc ça crée des besoins fortement de s'adapter et de formation, surtout des agents qui sont sur place, mais en même temps d'accueillir de nouveaux agents pour acquérir de nouvelles compétences. Donc voilà, on est sur ces créneaux-là et sur cette évolution-là. D'accord. Alors spécifiquement, quelques exemples concrets d'embauche immédiate ou à moyen terme? Alors, à moyen terme, nous, sur les secteurs, sur nos domaines de compétences, sur les services opérationnels, les secteurs qui sont plus tendus, puisque c'est un nouveau domaine de compétences sur lequel on intervient, c'est l'eau et l'assainissement. Donc l'eau et l'assainissement est effectivement très tendu, puisque la compétence a évolué très vite. Et sur ce secteur, on est quand même en concurrence, une concurrence certes saine, mais avec les prestataires privés qui interviennent également dans ce domaine-là. Donc vous avez cette première concurrence, et puis une autre concurrence qui est tout simplement liée à ce que c'est une compétence que les collectivités commencent à prendre, les EPIC commencent à prendre. Donc forcément, on cherche tous la même chose, et quand l'offre est rare par rapport à la demande, donc c'est un petit peu compliqué. Vous cherchez la perle rare qui est très sollicitée, quoi. Voilà. Hein. Donc il y a ce premier secteur, et puis le deuxième secteur dont on a entendu parler et qui nous impacte également, c'est sur les services opérationnels, le maître-nageur sauveteur, qui est également un secteur très tendu. Donc bon, on essaie de travailler pour essayer d'évoluer et de voir comment répondre à ces éléments-là. Donc sur les maîtres nageurs, on a mis en place un système qui, ces 2 dernières années, ont un petit peu baissé la pression, puisqu'on a mis en place ce qu'on appelle, on prend des jeunes que nous formons à la piscine pour passer le brevet national de sauveteur BNSA, ce qu'on appelle BNSA. Et une fois qu'on les a formés, ça permet un petit peu une sorte de retour donnant-donnant, de pouvoir les garder à un moment donné pour répondre aux besoins que nous avons sur ce domaine-là. Voilà, donc sur l'eau et l'assainissement, on essaie également de travailler sur ces éléments-là, de regarder la piste de l'apprentissage, etc. D'accord. Donc finalement, on va dire que Aubuge Agglomération est une agglomération d'eau, hein, eau, assainissement, maître nageur, on est dans l'eau, effectivement, et c'est bien. Écoutez, l'eau qui est un trésor précieux, hein, on dit que c'est l'or noir, donc l'or bleu de demain. Donc des besoins spécifiques à court terme, à moyen terme, effectivement, et ça va continuer comme ça, donc les embauches vont continuer parce que vous allez continuer à développer de nouvelles missions, vous allez conforter ces missions? Oui, c'est des missions à conforter, à consolider au fur et à mesure que nous évoluons nos compétences, et puis c'est une collectivité, ça vit. Donc ça bouge, les agents évoluent, les métiers changent, les métiers évoluent, les formations évoluent. Donc nous, on suit le cap en même temps. Donc effectivement, on a commencé à le faire sur les niveaux d'exigence que nous avons. Donc on a commencé à prendre par exemple des jeunes en apprenti plomberie ou poseur de canalisation. Généralement, on pense qu'il faut être ingénieur en eau assainissement pour répondre. Non, on a des postes d'ingénierie en eau assainissement, certes, mais on a également des postes qu'un jeune apprenti plombier qui rentre chez nous, on le forme au métier de l'eau et l'assainissement qui lui permettra d'évoluer, etc. D'accord, donc ça veut dire qu'on peut effectivement lui permettre une vraie carrière durable sur un secteur effectivement attractif, car c'est aussi un beau territoire dans ce département de l'Ain. Écoutez, merci beaucoup Abdoulaye Diagne de nous avoir exposé sommairement, mais assez précisément pour donner envie évidemment à ceux et celles qui nous regardent et nous écoutent de postuler. Vous voyez, vous avez 3 représentants de collectivités territoriales, donc de proximité, mais avec une certaine ampleur quand même. Donc on va dire aller de l'homme ou de la femme de base jusqu'à l'ingénieur ou l'ingénieure le plus ou la plus compétente
compétentes. Il y a de la place effectivement pour tout le monde. Il faut en profiter. Voilà, merci à vous. Alors on va vous laisser avec nous. On va retrouver maintenant le témoignage de quelqu'un qui va nous parler des embauches au département, car le conseil départemental de l'Ain embauche aussi des gens très régulièrement. Il ne pouvait être des nôtres aujourd'hui pour des raisons géographiques, mais on a tenu à lui poser quelques questions hier. C'est Daniel Raffos, donc vice-président du conseil départemental de l'Ain, qui est chargé des ressources humaines, qui lui va pouvoir effectivement nous parler donc des différents métiers que l'on peut trouver et retrouver, alors que c'est le beau profil de Jean de Guéry que vous avez pu apprécier là juste devant notre caméra. Voilà, on va retrouver Daniel Raffos qui va nous parler effectivement du département de l'Ain, de sa politique de recrutement, parce que le département recrute également. C'est parti. Daniel Raffos, bonjour. Bonjour. Vice-président chargé d'un dossier important au niveau du département de l'Ain, les ressources humaines. Ça regroupe évidemment les embauches et les emplois. Ce forum emploi donc, est destiné à mettre offre et demande en adéquation. On va peut-être faire un petit tour d'horizon sur les emplois proposés par le conseil départemental de l'Ain. Je crois qu'il y a deux grandes familles où on recherche beaucoup de monde, c'est le social et les routes. Oui, c'est plus de 2000 agents, département de l'Ain, même 2300. Alors, sur les secteurs en tension, bien entendu les routes, où on recherche, je dirais, du plus bas au plus haut, des ingénieurs, des techniciens, mais comme des ouvriers de base, et le social. Alors le social, le secteur vraiment en tension, où là, tout ce qui touche aux sanitaires, médecins, infirmières, techniciens ou autres, là, des vraies difficultés. On offre un vrai parcours professionnel. C'est vrai que c'est rendre attrayant l'emploi dans le département, ça va être le sujet. Bon, aujourd'hui, on y travaille. On va travailler aussi sur d'autres appels. C'est l'apprentissage. L'apprentissage avec une entrée, je dirais, dans le métier douce, avec un projet de parcours, un projet de formation. On ne peut pas travailler autrement. Ça veut dire que les jeunes sont priorisés dans les embauches? Alors, notre volonté, bien entendu, à travers le stage, et les jeunes, bien entendu. On a une grande partie de la jeunesse maintenant qui cherche. Donc l'attrait du département peut amener ces jeunes, femmes ou hommes, bien entendu, parce que cette diversité, on la retrouve dans le département aussi, cette mixité, on y tient, par une formation appropriée. Et peu à peu, on évolue dans la carrière pour trouver des postes hyper intéressants. Ça veut dire qu'on peut faire carrière au département de l'Ain? Tout à fait. Je dirais l'image un petit peu dégradée, s'est retournée. On voit l'utilité du travail dans le département, l'utilité du travail public, au service du public, sur le sanitaire, sur l'accueil. Croyez-moi que hélas, la période s'y prête, mais sur les voiries. Mais on touche aussi aux techniciens des laboratoires. On va toucher à la lecture publique, parce qu'il n'y a pas que ça. On touche au musée, au patrimoine, avec les bibliothèques. Donc on voit cette diversité départementale. Alors il y a combien de postes en fait à pourvoir à court et moyen terme, on va dire? Alors très rapidement, 80 postes qu'on a partagés, je dirais à peu près 50% entre le social et les routes. Donc c'est tout de suite. Donc ils sont libres, on accueille pas mal de monde, on va recevoir, on a des CV qui arrivent, bien entendu, on va étudier tout ça. Puis après, derrière, un projet au niveau de l'apprentissage, un travail aussi énorme au niveau du handicap. Ce département n'est pas à la traîne sur le handicap. L'accessibilité, on est à 7,9% d'emplois handicapés. Là aussi, on va signer dans peu de temps une nouvelle convention sur le handicap. C'est une volonté départementale et aussi une grande réussite. Alors c'est un département attractif en plus, bien situé géographiquement parlant, la démographie est galopante, il y a des secteurs effectivement un peu partout qui recrutent sur le plan géographique. Vous connaissez évidemment très bien le secteur du Genevois, on va dire, le secteur gessien, mais il y a aussi la côtière, il y a aussi la plaine de l'Ain, il y a finalement un département qui recrute un peu partout, non? Alors l'attractivité, oui, alors, elle a des atouts et des inconvénients. Quand on est à côté de deux métropoles, bien entendu, la concurrence est féroce. Sur la partie genevoise que vous avez citée, on voit bien que sur l'appel sur le sanitaire, il est récurrent et c'est très difficile de tenir la maille avec un SMIC à 4000 francs suisses. Après, il y a aussi la métropole lyonnaise qui aussi offre des situations. Donc l'idée pour nous, c'est d'avoir un département attractif, concurrentiel sur je dirais, les salaires et les indemnités,
Là aussi, c'est un vrai travail qu'on va faire avec Jean de Guéry pour amener, je dirais, une fidélisation aussi de notre personnel. Pourquoi? Parce que durant ces 3 ans, plein emploi, on a vu aussi les entreprises privées venir chercher des fonctionnaires. Je dirais, et donc, dans ces cas-là, alors cette volonté chez nous d'être concurrentielle, elle va travailler sur les régimes indemnitaires ou sur les salaires, l'attractivité. Alors, il n'y a pas que des fonctionnaires, on a dans ce département de plus en plus de contractuels qui arrivent, et c'est un autre régime aussi où on prend en charge. Et ça, c'est aussi ce travail sur la mobilité. Nos agents veulent être mobiles au sein du département. Alors, qui dit mobilité dit aussi des effets de domino. Quand quelqu'un part d'un poste, on doit le remplacer. Et c'est tout un travail assez fin de la RH. Donc en fait, on peut inviter les gens qui nous regardent actuellement à se connecter sur le site, à donner évidemment des CV. Alors bien entendu, notre service, je dirais, nos réseaux sont ouverts, on les accueillera avec bienveillance. Et c'est ça que j'attends de ce travail. Et bien entendu, c'est l'avenir. Alors on parlait des jeunes, mais bon, quelqu'un qui a une quarantaine d'années, qui a envie de venir, il peut venir aussi. Tout à fait, mais on recrute. À tous âges, pas jusqu'à 77 ans, bien entendu, mais on recrute à tous âges. Ce qui nous importe, c'est les compétences. Les compétences, ou alors pour des jeunes qui n'ont pas de compétences, mais qui en veulent. Donc la notion d'effort est importante pour nous. Voilà, donc si vous en voulez, écoutez, il y en a. Bienvenue. Si vous en voulez, il y en a du travail dans le département de l'Ain. On l'a entendu avec Daniel Raffos, donc vice-président chargé des ressources humaines. Dans quelques instants, 2 conclusions pour le prix d'une, c'est bien. La première conclusion sera celle de notre grand témoin Nicolas Fayet, donc directeur territorial Pôle emploi Ain-Savoie, qui nous fera un petit tour d'horizon vite fait, bien fait, de quelques pistes à fournir encore à ceux et celles qui nous regardent actuellement. Et puis ensuite, bien sûr, la conclusion définitive de lancement de cette opération qui démarre aujourd'hui et qui s'achèvera samedi. Donc c'est aujourd'hui, demain et samedi, on le rappelle. Par digitalisation, vous pouvez bien sûr déposer vos CV, prendre des rendez-vous, etc. On vous remettra le site sur lequel vous allez pouvoir vous rendre. Mais tout de suite, on retrouve Nicolas Fayet avec le petit jingle, comme on dit, qui va bien. Nicolas Fayet, on va donc préconclure cette émission de lancement de ce forum emploi, donc fonction publique dans le département de l'Ain, avec peut-être quelques précisions à donner encore, quelques autres pistes que l'on peut explorer à l'occasion donc de cette opération. On le rappelle, 500 postes à pourvoir, on ne les a pas tous cités évidemment. Alors effectivement, je pense que c'est le point principal à souligner, c'est la grande diversité des emplois dans la fonction publique, dans tous les corps qui ont pu être présentés ce matin. Il y en a d'autres, je pense à la CPAM, je pense à la CAF, tous les organismes qui sont aussi autour du service à rendre au public. C'est important aussi de dire que certains emplois sont accessibles, ça a été dit précédemment, par le biais de l'apprentissage. C'est important, ça permet aussi à des jeunes de se qualifier, y compris dans la fonction publique. C'est aussi, et je pense qu'il faut le souligner, ça a été longuement dit, des vocations, des personnes qui s'investissent pour un territoire au travers des missions que portent les services publics, et je pense que c'est important de le redire. Et puis c'est vrai dans l'Ain, c'est vrai évidemment dans les autres départements, mais il y a aussi quelque chose à faire quand on est attaché à un territoire, à s'engager dans ces postes de fonction publique. Les conseils que je donnerais évidemment aux demandeurs d'emploi, alors on en a sollicité 20 000 par biais de SMS pour qu'ils puissent se positionner sur les offres. Alors forcément tout le monde n'est pas intéressé, c'est assez difficile d'ailleurs, c'est pour ça que je parlais de vocation et d'envie, de cibler par rapport à, alors quand les métiers sont bien définis, mais c'est aussi une envie, et c'est de se préparer, parce qu'un forum digital, c'est comme un forum en présentiel, il faut aller à l'essentiel, il faut savoir donner ses atouts, et puis je conseillerais à ceux qui sont actifs comme demandeurs d'emploi de préparer ce genre de situation en simulation avec leurs conseillers, qu'ils n'hésitent pas pour l'avenir, parce que là on est aujourd'hui dans le forum, et je souhaite évidemment que à la fois les employeurs mais les demandeurs d'emploi puissent faire les plus belles rencontres au service de ce territoire. Merci beaucoup, monsieur le grand témoin. Merci, Nicolas Fayet, donc voilà, directeur territorial de Pôle emploi, la gare de triage, on le disait tout à l'heure, de tout ce qui concerne l'emploi public et privé, bien sûr, mais là, c'est bel et bien le public qui est concerné, on vous le rappelle aussi. Donc, merci pour cette préconclusion. On retrouve dans quelques instants Jean de Guéry, le président du département. Jean de Guéry, on vous a vu
introduire cette émission de lancement. Vous allez la conclure, donc en rappelant effectivement qu'il y a 3 journées complètes à vocation, donc fonction publique dans le département. Alors différentes missions. Un petit bilan tout d'abord, on le disait tout à l'heure, beaucoup d'inscrits déjà, beaucoup de rendez-vous sont pris aussi de manière digitalisée. Et finalement, on s'aperçoit que les conditions sanitaires vont faire en sorte qu'on va peut-être trouver un autre public à l'occasion de ce forum, non ? Tout à fait. Si vous permettez, j'aimerais d'abord remercier, bien entendu, les équipes du département qui ont permis la tenue de ce forum, de ce premier forum de l'emploi, puisque c'est bien d'avoir l'idée, mais en tout cas, après, derrière, il faut les hommes et les femmes pour pouvoir organiser cela. Et je pense que ça a été organisé d'une main de maître et je tenais à les féliciter publiquement. Et puis vous dire que je pense que ce premier forum sera une réussite, puisque j'ai pu le vivre aussi bien en direct sur le plateau comme je le fais actuellement, que dans les coulisses en écoutant les divers intervenants. Et je pense que c'est très vivant et que nos auditeurs auront une nouvelle perception du département de l'Ain. Et ça leur a permis de découvrir ce département, même déjà aussi aux Indinois qui y habitent, de voir la puissance de ce département, tous les différents métiers. On parle de l'emploi public aujourd'hui, mais il existe aussi des demandes d'emploi également dans le domaine privé, puisqu'il n'y a pas une semaine sans que je rencontre un chef d'entreprise qui se plaint de ne pas trouver preneur dans son entreprise. Donc c'est important, bien entendu. Donc ça montre que ce département est un département dynamique, un département pilote, on le voit ce matin, et qui compte, je n'ai pas peur de le dire, dans la France. Et c'est un département d'avenir surtout. Donc je m'adresse à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. N'hésitez pas à franchir le pas. Nous avons un département qui a des offres d'emploi dans tous les métiers, vous avez pu le constater ce matin, où il y a un cadre de vie très intéressant et qui est à proximité de tout. Donc l'Ain est là pour vous accueillir, et moi le premier. Alors c'est une première. Qui dit première dit donc test en quelque sorte. Si tout se passe bien, on va pérenniser ce forum, Président ? Écoutez, moi j'aime bien marteler les choses et enfoncer le clou, comme on dit familièrement. En tout cas, c'est une première. Je ne sais pas, mais quand on voit déjà qu'aujourd'hui, plus de 1000 personnes ont répondu favorablement à ce forum sur 500 offres d'emploi, je me dis que ça intéresse quand même du monde. Et cette forme digitalisée qui permet aux habitants des 4 coins de la France de pouvoir participer à ces recrutements, c'est quelque chose de fort, de puissant. Jamais une collectivité publique ne l'a réalisé auparavant. Je remercie bien sûr les 23 partenaires qui ont permis de faire de ce forum un forum très important, puisque 500 offres d'emploi de seul coup dans la fonction publique dans un département, et ce n'est pas monsieur le directeur de Pôle emploi qui me dira le contraire, c'est assez inédit. Et donc je pense que cette première lancée sera suivie d'autres, puisque si on veut vraiment répondre à toutes les attentes de demande d'emploi dans la fonction publique, je ne pense pas que c'est en une seule fois que nous réussirons. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui on inscrit, on a pris date et on continuera les années prochaines. Merci beaucoup Jean de Guéry, ici c'est l'Ain. Et on y vit très bien. Et on y vit très bien. Voilà, donc on va arriver au terme de cette émission de lancement. On va vous remettre le site en incrustation vers lequel vous allez vous précipiter avec vos CV digitaux, prendre des rendez-vous. Voilà, vous allez pouvoir échanger avec des gens qui vont vous proposer des carrières passionnantes dans des métiers qui sont des métiers d'implication, des métiers passion également, attractifs, avec de belles carrières en perspective. Moi, je vais remercier après évidemment Jean de Guéry, donc toute l'équipe de la communication, Laurent Tissot, Marlène Terrasse. On va récompenser aussi à travers la citation qu'il mérite bien, le directeur de cabinet du président du conseil départemental, François Geneste, et puis toute l'équipe technique de Média France. Merci encore à toutes et à tous. Et puis rendez-vous sur le site là, qui va apparaître dans quelques instants pour aller déposer tous vos CV et poser des questions aussi. Et puis évidemment, Pôle emploi est aussi à votre disposition en permanence pour vous donner, y compris dans ces antennes délocalisées, tous les renseignements voulus. Voilà, bonne journée à toutes et à tous. Bonne chasse au boulot. On vous souhaite pleine réussite et venez vous installer dans l'Ain parce que franchement ici c'est l'Ain. On est vraiment très très bien dans ce département. Merci beaucoup.